Popcorn Club numéro 20. Aujourd'hui, on vous parle de Halloween. Halloween la suite. Bonjour Vincent Tozzini. Bonjour Caroline Poisson. Et pour parler de Halloween la suite, on a invité 3 personnes aujourd'hui. Alors on a une nouvelle venue, on a Stéphanie Agent, non je rigole, Stéphanie Hagen. Stéphanie Hagen qui est passionnée de films d'horreur. Elle est passionnée de genre et elle vient de nous dire j'ai pas de copains qui aiment les films d'horreur. Mais tu as de nouveaux amis aujourd'hui Stéphanie. Tu vas pouvoir arrêter de faire subir ça à ton mari. Tu vas pouvoir regarder ça avec nous, avec grand plaisir. Qui aiment vraiment les films d'horreur. On a ensuite Vladimir Delmotte. Enchanté. Vladimir, bonjour. Bonjour Caroline. Vladimir a fait, figure-toi, pipi à côté de Toby Hooper. C'est comme ça qu'il se présente dès qu'on le rencontre. Ça m'étonne même qu'il ne te l'ait pas déjà dit quand tu es arrivé. C'est la première chose qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré. C'est parce que je suis un peu malade là aujourd'hui. Non Disclaimer d'ailleurs pour la voix, mais voilà. C'est parce que tu es malade que tu as oublié de mentionner ça. Oui. Donc, Vladimir est un fan de cinéma d'horreur, mais de cinéma en général. Il a une collection de DVD chez lui absolument hallucinante. Et il est travailleur au Grignou, qui est le groupe de cinéma. The Place to Be à Liège. C'est le groupe de plusieurs cinémas. Vous avez ça aussi à Namur, les Grignoux, et il est projectionniste. Et nous avons Nicolas Settenfeld, qui est attaché scientifique à la BILA, la Bibliothèque de littérature d'aventure, ici à Liège. Il est également fan de films d'horreur. Et Nicolas est notre référent à savoir est-ce qu'on peut ou pas montrer ce film à nos enfants. Parce qu'il teste, tu les prépares comme ça. ça avec ses enfants. Et donc le sujet de ce soir, bah voilà, en fait tu l'as mentionné tout à l'heure, donc on reprend notre épisode sur Halloween qu'on avait mis un peu en plan, parce que on parlait de 13 films, 13, donc il y en a 13 en tout, ce qui est un chiffre d'ailleurs qui tombe assez bien. Qui tombe assez bien. Restez après le générique. Oui, restez après le générique d'ailleurs, on a une petite annonce. Donc oui, en fait on s'était arrêté à la purge pour toi. Une date clé, alors ouais c'est ça, j'allais dire, on s'est arrêté à Halloween 8 parce qu'après on allait arriver dans une série de remakes, ou en tout cas des fois qui s'assument plus ou moins comme tel. Effectivement, on s'est arrêté à Halloween 8 qui a été une vraie purge. Enfin, ça, si vous voulez un petit peu vous marrer, écoutez la fin de notre dernière émission sur le sujet. Spoiler, je préfère Halloween 8 que certains trucs que j'ai dû me taper pour aujourd'hui. Hein. Ok, bon, attends, on va en discuter là. Donc ça va, on va y aller. Mais en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, donc au programme, il y a 5 films. Il y a les 2 Halloween de Rob Zombie, Halloween 1 et 2, et ensuite le reboot. Le requel, exactement, caca. c'est ça. La trilogie de David Gordon Green qui a commencé avec Halloween, qui s'est poursuivi avec Halloween Kills et s'est terminé là récemment. C'était l'année passée, je crois, avec Halloween Ends. Et donc qui fait, ça, on va en discuter tout à l'heure, mais qui fait une jonction un peu artificielle, avec le reste de la saga. Ouais. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, si vous êtes des habitués du Popcorn Club, vous le savez, on a une question tradition qu'on pose à nos invités. Bon là, on l'a déjà posée une fois à Vlad, donc je ne vais pas te la reposer, et je ne vais pas y répondre à nouveau. Mais Nicolas et Stéphanie, c'était quoi votre premier contact, votre premier rapport avec Halloween, la saga, ou peut-être le film de Carpenter, ou je ne sais pas, ou peut-être les films qu'on va aborder aujourd'hui Ou si tu veux, tu commences, ou alors voilà. Pareil. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Le premier contact avec Halloween, en fait, c'est super tard. Je l'avais jamais vu jusqu'à vraiment très très tard. Et c'est un pote qui pour mon anniversaire m'a offert 2 DVD horreur classique. Et il y avait Halloween et Psychose. Bon choix. Le premier donc. Le premier, ouais. Le tout premier. Et tu as accroché directement ? Bah ouais. Et est-ce que tu as vu tous les Halloween ? Alors non, j'ai pas vu tous les Halloween, okay. J'avoue. Tu n'as pas vu Halloween 8 donc. Je n'ai pas Parfois vu c'est mieux. Je ne m'afflige pas tout non plus, on est bien d'accord. On est obligé. Tu nous en diras plus là très vite, donc quand on va commencer à parler. Donc on commence dans l'ordre, donc on va aborder d'abord celui de Rob Zombie, donc le premier remake. Et toi, Nico, c'était peut-être avec Rob Zombie, peut-être avec Jessica. Apparemment, tu as des choses à dire sur lui. Non, pas du tout. Moi, c'est avec le premier de Carpenter aussi. Que j'ai découvert aussi assez tard. Je crois que j'étais déjà adulte. Et je pense que je vais même découvrir, parce que c'est comme ça que je l'ai à la maison, toujours maintenant, dans cette collection de DVD qui s'appelle la collection de l'angoisse. Je sais pas, à la grande période du DVD, là, on pouvait acheter des collections en presse, là, ils sortaient. Oui. Et le numéro 1, c'était
le premier Halloween de magazine Carpenter. Avec le magazine, aussi. c'est ça, voilà, avec le poster. Et puis après, en général, t'achetais que le premier parce qu'il coûtait rien. Après, ça coûtait une fortune. Et du coup, je l'ai comme ça. Je crois que je l'ai découvert à cette époque-là, mais ça date du coup déjà pas mal. Et puis j'ai une période un peu fascinée pour ces sagas interminables de slasher. Donc je me suis intéressé. Oui, c'est ça. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas encore 13. Oui, il y en avait que 8, mais ce qui était déjà pas mal. Et alors aujourd'hui, il y en a 13. Et tu as vu le 8 alors? Du coup, je crois que j'ai tout vu. Ouais, c'est ça, j'ai tout vu. Mais j'ai pas regardé les 8 premiers pour l'enregistrement aujourd'hui. Non, mais t'as bien fait. C'est ça. Enfin, sauf peut-être celui de Carpenter quand même. Hein. Enfin voilà. Ouais. À mon avis, ça m'étonnerait qu'on ne le connaît réévoque pas régulièrement dans l'émission d'aujourd'hui. Carrément. Alors, on va directement commencer par les 2 films de Rob Zombie. Alors, d'abord, Rob Zombie, Oui, c'est qui est-il ? Qui est-il ? Il est né en 65 et c'est au départ un chanteur de métal avec un look assez fascinant. Et en plus d'être chanteur de métal, il est réalisateur, scénariste, il fait plein de choses, mais il a plusieurs longs métrages à son actif. Il a également une fausse bande-annonce pour Tarantino et un dessin animé. Alors, j'ai pas vu le dessin animé, je suis assez curieuse. Vous avez vu le dessin animé ? Ça, je l'ai découvert aussi en des extraits sur YouTube. Tu l'as vu, toi ? Des extraits sur YouTube, mais j'ai pas tout vu. Il est sur YouTube complet, je pense. Je l'ai pas regardé. Toi ? J'ai vu des passages, mais comme je comprends rien à l'anglais, j'ai arrêté assez vite. Et toi, là, tu l'as vu ? Je l'ai vu il y a super longtemps, mais sans même savoir que c'était Rob Zombie à la base. Donc, et c'est bien ? Du coup, j'ai un souvenir plutôt sympa du truc, mais je pourrais pas t'en dire plus. Toi, tu l'as vu le dessin animé ? Pareil, j'ai vu qu'il existait, mais j'ai regardé. Je suis assez curieuse. Il a fait en 2003 La Maison des Mille Morts, qui se passe déjà à Halloween, que perso, moi, j'avais assez apprécié. Un peu crado, mais on aime assez. Toi, Nico, t'as pas aimé ? Non. Pas celui-là, non. Pas celui-là. T'as aimé l'autre, Devil's Reject ? Ouais. Ça, t'as aimé. Ça, c'est 2005. C'est le seul autre que j'ai vu aussi. Ouais. Bah oui, mais ceux après Halloween, je les ai pas regardés. Non. Je pourrais défendre le début de Lord of Salem, moi, personnellement. Ouais, mais ça, je l'ai même pas vu, figure-toi. Ou 2-3 autres, ou genre 31, pour dire en français, mais pour le reste, ouais. Même La Maison des Mille Morts, je trouve que c'est plus un bon clip qu'un bon film, d'ailleurs. Ah, mais... c'est cool, Je trouve que le problème de La Maison des Mille Morts, déjà, c'est son premier, donc on va lui pardonner, parce qu'après, ça devient quand même vachement mieux. C'est ça. Mais ça fait un peu... On dirait que c'est un gentil qui essaye de faire le méchant, je trouve. On peut avoir des potes qui se trouvaient super rebelles quand ils écoutaient Evanescence, quand on était ados. Il fait le méchant, mais quand t'es amateur de films d'horreur, c'est quand même un peu gentillet. Ouais. Et c'est un peu brouillon, et c'est pas génial. Mais moi, je trouve que dès le deuxième, par contre, The Devil Reject, là, c'est quand même vachement mieux. Et le troisième, dont je sais plus quoi, parce que c'est une trilogie de la famille. Mais qui est sorti super tard. Ouais, qui est sorti après. Qui est sorti beaucoup plus tard. Il y a 2-3 ans, je crois, d'ailleurs, à tout péter. Mais à une première partie complètement foireuse, mais à cause de Sherry Moon, ça on pourra reparler peut-être de la Sherry Moon qui est là dans tous ses films. Il aime beaucoup sa compagne. Il aime beaucoup sa compagne. Qui peut être très bonne et épouvantablement mauvaise. Qui est peut-être très bonne, oui. Ah oui, j'ai vu Vlad sourire avec un regard lubrique. Il est fan du cul de sa femme, ça c'est sûr et certain, parce qu'il la met dans tous ses films. Il y a un gros plan cul de Sherry Moon dans tous ses films. Le tout premier film que j'ai vu, c'était Devil's Reject. Ça m'a frappé dès le début, dès l'introduction. Mais qu'est-ce qu'il fait avec je savais pas que c'était sa femme, moi. Première fois que j'ai vu Devil's Reject, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait avec le corps de cette actrice, je comprends pas. Et dans tous, et même ces derniers, il continue. Écoute, c'est l'amour. Voilà, c'est ça, c'est bien, il est content. Alors, donc, moi je vais tenter d'être objective. Alors, je dois déjà admettre que je pense que c'est l'épisode du Popcorn Club où j'ai le plus souffert en préparant l'épisode, à me taper ces 5 bazars là. Franchement, c'était pire que même quand on a fait tous les vendredis 13. Franchement, j'ai souffert le martyre. Alors, bon, en 2007, Rob Zombie sort Halloween, qu'il écrit, réalise et produit. Ça va encore. Je vais essayer d'être objectif. Ça va encore. Donc, il y a une version courte de 110 minutes. Malheureusement, il y a une version longue de 121 minutes que je me suis tapée. Elle n'est pas contente aujourd'hui, Carole. Pas contente. Non, alors... On va même hésiter à défendre le truc, quoi. Non, mais chacun ses goûts, il n'y a pas de problème. On a fait Indiana Jones ensemble, donc on peut bien faire Halloween. Alors, Rob Zombie suit le conseil de Carpenter de faire son propre film et donc choisit de le développer comme un prologue plutôt que comme un
remake. Alors les critiques sont un peu bof parce qu'il a un peu relié sa propre parole de ne jamais toucher un classique du cinéma d'horreur. Par contre, c'est un des meilleurs résultats au box-office de toute la franchise Halloween. Ça sort en 2007, c'est un peu le moment des remakes des vieux films d'horreur, c'est un peu le moment où on aime ça. En fait, il y a pas mal de remakes de films d'horreur qui sont sortis à cette époque-là. Donc niveau pognon, ça a plutôt bien marché. Alors, il tente d'expliquer le mal, on va en parler après, cette tentative d'expliquer le mal. Et on est dans les années 90, vu qu'il fait donc Michael le petit dans les années 90, vu qu'il le sort en 2007. Ouais, et que donc, c'est logique. C'est logique, donc on n'est plus du tout dans les années Même s'ils ont toujours des téléphones à fil accrochés au mur. Oui, dans ça, la il y a un truc. C'est très anachronique, hein, ça. Ouais. Oui. Donc t'es plus dans la banlieue américaine un peu proprette, t'es vraiment dans les bas-fonds américains bien dégueux. Je ferai une petite coupe. Il termine quand même son film en mémoire à Mustapha Akkad. Merci, c'est gentil. Ça mange pas de pain. Hein. Là, ça mange pas de pain. Voilà, c'est gentil. Mais tout d'abord, donc, ce film, le résumé est assez facile. C'est Michael Myers, c'est un pauvre petit garçon qui va devenir un gros vilain. En fait, c'est comme le premier, ouais, sauf qu'on s'attarde sur le... Voilà, ouais, on est dans un prologue. Ouais. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Stéphanie? Peut-être en tant que film ou même en tant que remake, je sais pas si tu veux... Voilà. Première partie en tant que film, deuxième partie en tant que remake. Voilà. C'est Voilà. plus ou moins ça. Vas-y. Voilà. Bon, ça résume bien la chose. Je sais pas si c'est intéressant ou pas finalement de savoir pourquoi il est devenu comme il est. Je sais pas si sa vie en tant qu'enfant vaut la peine. Enfin, c'est juste un gros grand méchant, c'est juste le mal incarné, c'est juste. Je sais pas s'il y avait besoin d'une explication et du coup est-ce que l'explication tient vraiment la route. Donc je suis mitigée. Après je suis bon public donc le film j'ai trouvé chouette. Ok. C'est pas grave, tu peux rester. Je reste bon public. Les images sont pas mal. Hein. Mais t'es pas toute seule, moi je l'aime bien. Ça va alors. Vas-y, tu peux. Vas-y. Mais bon, quand il faut réfléchir, regarder le film et réfléchir sur tiens, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, il n'y aurait pas eu l'explication de pourquoi il devient méchant. Je l'aurais très bien vécu aussi, juste en remake. Ouais. Et est-ce que tu aurais préféré que le film, s'il avait commencé quand Michael est adulte, ça t'aurait mieux plu? C'est une question piège, ça. C'est une question piège. Hein. C'est une vraie question piège. La pauvre, Il y a des elle points ou pas débarque. après Est-ce que c'est la partie du début qui te dérange plus en termes de remake? Oui, en termes de vraiment... remake, oui, c'est ça. En s'attendant à un remake, oui, la deuxième partie est... Ouais. C'est... Gore comme on veut. Voilà. Ouais. Ouais, je pense que j'avais pas envie de savoir pourquoi il devient méchant, enfin pourquoi il est méchant. Je ne sais même pas s'il le devient, est-ce qu'il ne l'est pas déjà de base? Mais en fait, je crois que là, c'est tout l'enjeu. Je sais pas si tu veux l'aborder, mais en fait, pour moi, c'est tout l'enjeu de ce remake qui est de dire, il y a un truc qu'on connaît, hein, ça, je pense qu'on a déjà traité Carpenter, on a déjà parlé de Carpenter plusieurs fois dans ce podcast. Il y a quelque chose qui est vraiment particulier dans son cinéma, c'est la façon dont il conçoit le mal. Et qu'en fait, tout l'enjeu de ce film-là, c'est de se dire, on va peut-être prendre le contre-pied de ça, et donc montrer un Michael Myers qui n'est pas simplement une forme. Je t'en prie, peut-être tu veux enchaîner. Mais c'est même pas complètement le contre-pied, moi je trouve. D'abord, moi le premier Halloween, je le trouve très très bien. Déjà, il faut repartir de l'idée que le remake de ce film-là, c'était le pari risqué par excellence, que c'était le truc à ne pas faire de base. Parce que c'est le classique du slasher. C'est ça. Et quand on a ce genre de remake, je trouve intéressant quand un réalisateur se l'approprie complètement et l'intègre vraiment à son univers, ce que Rob Zombie a vraiment fait. Et pas justement faire un décalque du premier Carpenter ou un truc un peu foireux, quoi. Moi je trouve qu'il a vraiment, on voit vraiment qu'il a incarné souvent je me dis en fait ça c'est peut-être le seul Halloween avec des cheveux gras, j'ai tendance à délirer ça et en fait oui il ressemble à Rob Zombie ce film. C'est ça, mais les cheveux sont encore plus gras dans le suivant, hein. Mais il se l'associe, mais c'est quand même un peu grossier, quoi. C'est un peu gros sabot. C'est quand même pas hyper subtil. Rob Zombie, il est toujours gros sabot. Hein. Ouais, c'est son style à lui. Il est très brutal, etc. Je trouve que la brutalité, elle est intéressante, par contre, parce que ça, c'est une vraie différence par rapport à Carpenter. Un Carpenter, la violence, elle est finalement très épurée. Là, on a du sang, quoi. Il y a très peu de morts, hein, finalement. C'est un film. C'est vrai qu'en 78, ça devait choquer. Aujourd'hui, c'est très gentil. Et lui, il y va à fond.
tout en n'étant jamais non plus dans la gratuité, dans le gore gratuit, quoi, parce que finalement on voit même pas explicitement spécialement les meurtres, mais c'est très brutal, c'est très violent et ça colle, moi je trouve parfaitement et puis glauque, au personnage, très glauque, très sombre, c'est ça. Et les images sont assez canons, hein. Les images de meurtre sont assez canons. Oui, c'est ça, c'est très graphique. C'est très graphique. Ça marche bien. Et fait très drôle d'ailleurs par rapport au cinéma de Rob Zombie, parce qu'on l'a pas dit, mais Mustapha Akkad évidemment, qui est décédé en 2005. Alors je crois déjà de base les droits n'étaient plus chez Dimension. Ou alors non, si, ils sont allés chez Dimension. Attends, j'ai un petit doute là maintenant. C'est encore Dimension. Ils y étaient déjà depuis le 6, je crois. Oui, c'est depuis le 6 qui sont du coup, les Weinstein qui sont à la production, c'est même apparemment plus eux qui ont insisté sur l'aspect violent et gore du métrage que Rob Zombie voulait justement, lui, par rapport à lui-même, essayer de retenir, je veux dire, entre guillemets. Ce qui est assez curieux quand tu vois le reste de son cinéma. Oui, c'est ça, parce que... Mais je trouve que c'est très bien dosé. Et alors, pour la première partie avec l'enfant, c'est assez intéressant. Déjà, le gamin qui joue est super. Il joue très bien, il est vraiment super. chouette. Là, Sherry, parce qu'après on va la défoncer, donc on le dit maintenant, mais Sherry Moon Zombie en tant que mère est super, elle joue super bien, elle est vraiment très bien. Mais ce qui est intéressant, parce que finalement, c'est pas aussi évident que ça, la morale du film de Rob Zombie. Hein. Parce qu'effectivement, il dépeint ce qu'il adore, là, ce qu'on appelle les white trash, là, ces blancs défavorisés américains qui met tout le temps en scène dans ses films. D'ailleurs, il y va fort, il y va pas avec le dos de la cuillère. Ah non, sur le personnage du beau-père. Le beau-père et la gamine, les dialogues, tout c'est ça. Oh, mais en même temps, il n'y a rien non plus qui justifie complètement que le gamin devienne un psychopathe. Non. Parce qu'il a une mère super aimante, qui le défend à fond, il aime sa petite sœur, sa grande sœur, bon, ok, elle se cherche, on voit bien que c'est une ado, mais bon, c'est pas non plus... voilà. Et donc, il y a ce paradoxe-là qui était de dire, oui, effectivement, il vient d'un milieu un peu défavorisé, mais il y a tout le discours derrière qui dit, le mal était quand même en lui, et il y a tout ce message qui est, quoi qu'on fasse, et c'est ce que Loomis essaye de faire pendant des années, tout ça. Quoi qu'on fasse, le mal va se réveiller parce qu'il est il était dans cet enfant-là à l'origine. Ouais. Et là où je sais pas si je suis complètement d'accord, c'est qu'il y a quand même... En fait, vous voyez, donc, on y reviendra parce qu'il y a aussi le prolongement dans le 2, mais en fait, il y a d'abord un positionnement de Loomis, donc le médecin qui suit Michael, qui va chercher à le sauver, et ensuite qui va chercher un peu à profiter de la situation pour s'enrichir. Et dans le 1, ça commence. Dans le 1, ça commence, et dans le 2 aussi. Et en fait, le discours que lui, il a, c'est... je le présente afin de vendre comme étant le pur mal, et donc, alors qu'en vrai, je sais que c'est simplement le psychopathe parfait. À savoir la parfaite conjonction entre inné et acquis, facteur interne et facteur externe, pour donner typiquement, si on veut, une espèce de formule magique pour créer un psychopathe au regard de cet enfant, en fait. Et donc c'est là qu'en fait, il assume complètement les facteurs socio-environnementaux plutôt que de dire non, le mal là est métaphysique. Tu vois, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce positionnement, en tout cas dans ce premier film. Mais ce qui me dérange dans ce premier film, c'est que si c'est pour nous expliquer comment l'enfant avait le mal est-ce qu'il était déjà maléfique, il avait le vilain, il avait le mal dès le départ et que ça pète, alors fais-moi un prolong plus long, parce que là je trouve que c'est simplifié. Je crois qu'il dure 45 minutes. Ouais, c'est ça que je tenais que tu dis ça, mais c'est... Mais oui, mais je trouve que c'est même pas en termes de durée, mais alors en termes pas de durée de film, mais de durée de vie. Parce que, honnêtement, même si ça dure 45 minutes, on voit quand même pas grand-chose, parce que tu vois une année de la vie de Michael. C'est pas énorme. Oui. C'est pas énorme, tu vois, donc, au début, il est tout gentil, il embrasse sa petite sœur, et puis en fait, ça devient... il butait déjà des chats quand même. Il butait des chats, mais je trouve que c'est quand même pas amené... Enfin, pour moi, beaucoup d'images pour pas dire grand-chose. On concentre sur le passage de... je tue des animaux, je commence à taper sur des humains, quoi. Il est vraiment à ce moment charnière-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il se concentre sur une temporalité plus précise. Mais c'est vrai qu'on pourrait, en tout cas dans tous les passages où il est déjà dans l'asile, on pourrait imaginer une temporalité plus longue où on voit effectivement que le mal, mais même chez malgré lui, le travail de même chez lui, parce que je trouve qu'il a un beau-père violent, il a une... c'est vraiment avec des gros sabots, ça bam bam bam, et puis il finit par... Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu... accéléré. Parce qu'il était déjà avant, hein. Et ça on le voit pas directement, mais on le comprend après. Oui, on le comprend. On comprend qu'il garde des animaux morts. Ou alors est-ce que je trouve que le petit gamin a un visage beaucoup trop mamé, que je sais pas, il y a un truc qui me je manque d'explications, en tout cas je manque d'exemples, d'évolution dans son personnage. Je trouve que c'est vraiment un peu grossier, quoi. Moi, slasher. Je trouve que c'est très difficile en fait si on doit le défendre en tant que film ou en tant que remake, parce qu'en tant que film, bon, moi je trouve qu'il peut être agréable, et voilà, il y a des moments, je trouve que voilà, même si j'aime pas spécialement le cinéma de Rob Zombie, à part Devil's Reject, il y a quand même des moments, un vrai travail de mise en scène.
Mais en fait, le film, on est quand même en 2007, et finalement en 2007, il y avait déjà quelques remakes qui arrivaient, qui venaient plutôt de cinéma d'exploitation. On en a parlé, mais toutes les années 2000, ça a été une vague de remakes. Mais c'est le premier vrai remake de slasher, et je crois que je le trouve quand même plus intéressant que Vendredi 13 et surtout le remake de Freddy que je déteste. Le remake de Freddy, c'est une catastrophe. 2010, vraiment, 2010, c'est plus intéressant que les derniers épisodes aussi des séries avant qu'elles soient. Ouais, tout à fait, mais je trouve qu'en fait là, il y a quelque chose par rapport à. Alors moi, qu'on fasse un préquel sur Michael Myers, ça m'intéresse pas du tout, vraiment par rapport au fait que Carpenter le traitait comme une figure, une espèce de mal un peu authentique, et au-delà même d'être, il y avait un côté très, on en parlait dans le premier podcast, un côté très presque surnaturel dans le Carpenter en fait. Ouais, alors voilà, après j'entends bien que le personnage de Michael Myers est devenu par la suite. Attention, ça c'est quand même quelque chose qui est préservé même dans les films de Rob Zombie. Hein, il a l'air immortel. Il a l'air maintenant. Moi, j'ai un vrai problème parce qu'on parlait par rapport à son beau-père, on voit sa famille. En fait, le fait d'essayer de l'humaniser et de développer à fond, je trouve ça assez. Le film est vraiment. C'est difficile de ne pas voir le remake dedans, vu tout le développement qu'il se force à faire autour de Michael Myers. Et j'ai vraiment un problème à ce qu'on essaye de le. Facile d'humaniser, ou en tout cas créer une espèce d'affect envers lui. Où je trouve que là où un personnage comme Freddy ou Jason, je pense que c'est beaucoup plus jouable par exemple que Michael Myers. Et moi ça m'énervait vraiment profondément de voir que oui, on te met en fait que c'est pas parce que, mais c'est entre autres, il vient d'un milieu enfance très difficile, famille très violente, etc. Et il y a quelque chose de très bizarre dans ce film de se dire mais t'as 40 minutes comme ça pour ensuite revenir à une deuxième partie que je trouve qui manque vraiment de personnalité pour le coup, et qui est un peu Saint-Jeu Carpenter. Là, je crois que tu touches en fait au cœur du problème de ce remake, c'est qu'à un moment, effectivement, passer ce parti pris qui est osé, qui est culotté, mais qui peut fonctionner. Qui est osé, mais qui est facile. C'est ça que je dis, c'est pas une question de temporalité. Ce qui se passe, c'est un peu trop facile, ça prend beaucoup de temps pour finalement pas grand-chose. Oui. Et si ce n'est qu'en fait, quand tu arrives dans la deuxième partie, en fait, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes personnes, c'est quasiment le même enchaînement d'événements, avec par exemple le vol de la pierre tombale qui se retrouve dans le lit avec. Voilà. C'est ce que tu disais, là c'est vraiment le remake commence. Quoi. Voilà, là il y a un vrai remake, mais juste passer à l'esthétique peut-être de Rob Zombie. Là oui, peut-être. Ouais, par exemple. Alors là, il y a un truc dont je voulais discuter avec vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un miscast énorme dans ce film. C'est Brad Dourif en shérif. Ah oui, alors Chucky en shérif, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ça, c'est Brad Dourif, j'arrive pas à l'imaginer shérif, lui, c'est pas possible. D'autant qu'en plus, il a un côté dégueulasse dans le film. Oui, carrément. Et je trouve que dans le 2, c'est encore plus dérangeant. C'est vraiment le père protecteur. Oui, mais c'est Grima. C'est Grima, langue de serpent, clairement. Non, c'est super compliqué, quoi. Mais Malcolm McDowell, par contre, je le trouve assez juste dans le rôle de Dr. Loomis, même si j'aime pas trop la manière dont, en fait, je trouve que la manière dont il reprend le personnage de Donald Pleasence, il y a un côté. Pardon, il y a ma veste qui vient de tomber derrière moi. Il y a un côté presque de la manière dont ils veulent absolument expliquer le mal, que j'arrive par contre beaucoup moins bien à croire à son discours, là où dans le Carpenter, qui en montrait pas grand-chose, que ce soit dans la scène d'intro où on découvre que c'est un gamin, après cette fameuse scène en vision subjective. En montrant moins, il développait beaucoup plus en fait ce que tu vois ici. C'est ça que je veux dire, c'est que je trouve qu'ici dans ce film, il montre 40-45 minutes pour au final, pas dire grand chose, je me répète, mais. Au final, il reste mauvais. Oui, donc toi, t'as pas aimé par exemple ce remake. Elle a pas aimé le prologue. Ouais, le prologue. Oui, parce qu'il ne change rien finalement. Il n'amène rien de plus. Je l'ai pas trouvé plus humain à la fin du film. Oui, c'est ça. Ah bah non, parce qu'il est pas. C'est ça le paradoxe. C'est que la morale, c'est que c'est le mal incarné quand même. Oui. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Est-ce qu'on en parle quand même de l'interprétation de cette actrice de Laurie? C'est quand même une catastrophe, non? Non, je trouve que ça va, moi, sincèrement. Non, attention, non. Ça vaut pas Jamie Lee Curtis, on est d'accord, mais je trouve franchement que ça va. En fait, moi, c'était en regardant ce Rob Zombie là. À part la scène où il hurle à la fin. Ouais, je sais pas pourquoi je me suis jamais fait cette réflexion avant, mais en fait, dès qu'on est dans un film d'horreur où on te montre des banlieues américaines avec des jeunes filles, des jeunes hommes et tout, je trouve toujours que c'est des films qui ont vraiment beaucoup de mal à décrire l'adolescence. J'arrive jamais à reconnaître des adolescents, tu vois. Pire, mais encore une fois, c'est le 2. On va parler en fait, le 2 est quand même. Et le 2 est beaucoup plus. Mais le 2, c'est le pire. Là, c'est Laurie, effectivement. Je sais pas, quand elle joue la rebelle. C'est toi qui résume le 2 ou. On passe déjà au 2 ? Non. Je sais pas, ouais. Non, attends, t'as encore. C'est parce qu'en fait, on les prend un peu en bloc. Oui, c'est vrai qu'on les prend un peu. On les prend en bloc. Mais tu voulais encore dire quelque chose sur le. Juste, en fait, par rapport à tout ce qui se dit ici, je trouve ça quand même assez symptomatique que sur un film Halloween, on ne parle que de cette fameuse scène de pain qui dure 45 minutes, que du prologue, et à aucun moment on vient de parler de meurtre ou de que sais-je. C'est vrai. Un petit peu, on a dit que les meurtres étaient jolis. Ouais, mais tu vois, je veux dire, on a quasiment pas parlé de la seconde partie, parce que en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il reprend Carpenter.
à sa manière, sans vraiment personnalité finalement. Mais il y a un truc qui change. C'est quand même bizarre de se dire que sur un film Halloween, qui en plus c'est un remake, on parle que de ça en fait, enfin que du prologue. Non, je pense qu'il y a quand même un truc qui change. C'est ça qui nous a marqué aussi, tu vois, en tant que fan. En fait, j'ai l'impression que dans ce film-là, il va quand même au bout d'une dynamique qui, je pense, était déjà là dans le film de 78, qui est de donner un peu d'empowerment à Laurie Strode pour qu'au final, ce soit elle qui se retrouve à tuer, et qui déjà, d'ailleurs, là, même sur la fin, un peu violente, on l'entend J'aime crier, beaucoup cette dernière scène. Oui. Celle-là, je on l'aime l'entend beaucoup. crier et tout. J'ai l'impression qu'il pose déjà un peu les clous de ce qu'il va vouloir mettre en place par la suite, qui est qu'en fait, et c'était déjà une idée qui était exploitée dans, je crois, le 5 ou le 6 oui, je sais plus, où en fait on suit la petite sœur en fait de Michael Myers où on comprend la nièce voilà, où on comprend qu'en fait elle pourrait être l'héritière qui joue dans le film d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Danielle Harris qui joue une des adolescentes en fait, qui jouait j'ai oublié son nom, Jamie Lloyd du coup, le personnage je crois dans les films, mais ouais, elle joue un petit rôle dedans. Ouais. Cette scène finale du premier film de Rob Zombie me faisait fort penser à la scène finale de Massacre à la tronçonneuse aussi. Tu peux pas t'empêcher de faire le parallèle entre ces hurlements, ce sang dans le visage. Et en fait, c'est typiquement par rapport à cette scène-là que, comme tu le disais, l'explication un peu plus rationnelle du personnage de Michael Myers, en fait, elle s'effondre parce qu'il se prend une putain de balle dans la tête. Et dans le 2, en fait, il se relève comme si de rien n'était. Il recommence à tuer, quoi. C'est ça. Mais pour moi, le 2, on va en reparler après, mais non, est un échec complet. Moi, je trouve la Halloween 2, non seulement en tant que film, mais en plus en tant que suite. Tu me l'as quand même vendu quand on a parlé quand j'ai dit vous auriez ce film. Mais c'est un truc hallucinant. Tu m'as dit quand même. Les visions du cheval. J'ai un beau DVD. J'ai pas compris. Tu l'as quand même en DVD. Un petit détail peut-être avant de passer au 2, parce qu'en fait là je me rappelle d'un truc, c'est que le premier, enfin le Halloween de Rob Zombie conserve quand même une chose par rapport aux suites, parce que au lore des suites, je veux dire, en l'occurrence Halloween 2 de Rick Rosenthal. Jamie Lee Curtis reste la petite sœur de Michael Myers. Laurie Strode reste Laurie Strode, pardon. Et c'est fait assez intelligemment en plus. Je trouve que la manière dont il refait le lien, parce que c'est un lien différent du coup. Mais on voit sa famille. Et pas mal fait, quoi. Ouais, c'est ça. La petite sœur qui a survécu, machin. Et qui était peut-être même le seul membre de sa famille en dehors de sa mère avec qui il avait une attache. C'est ça. D'ailleurs, c'est ça ce qu'on peut parler dans la deuxième partie, c'est la fameuse scène où il montre la photo. Il montre sa photo, en fait, il l'enlève et plutôt que de la tuer, il montre une vieille photo qu'il avait gardée. Et où là, tout à coup, on se dit, mais oui, c'est quand même un être humain que j'ai. Et ça donne quand même, c'est ça, un aspect tragique, moi je trouve, au personnage qui est intéressant parce qu'en fait, il y avait une porte de sortie. Le potentiel n'est pas du tout utilisé. Le potentiel, c'est juste. Non, le potentiel, c'est qu'elle a choisi d'utiliser le couteau plutôt que d'essayer de comprendre. C'est la vision très noire de Rob Zombie, c'est-à-dire que là, il y a une porte de sortie parce qu'effectivement, je pense que si elle l'avait reconnu, il y a quelque chose qui aurait pu se créer, peut-être ramener de l'humanité dans Myers. Elle, fatalement, mais c'est logique qu'elle ne le reconnaît pas, parce qu'elle n'est pas au courant de tout ça, on ne lui a rien dit, elle ne le reconnaît pas et elle le massacre, quoi. Et alors, il redevient, sa seule échappatoire tombe à l'eau à partir du moment où sa sœur ne le reconnaît pas, quoi. Parce que c'était quand même une de ses... On comprend là que sa motivation, c'était quand même de la retrouver elle. De la retrouver elle, ouais. Et c'est la raison pour laquelle il revenait à Dunfield. C'était sa seule part d'humanité, et c'est le seul personnage sympa avec lui, même si c'était un bébé, c'est ça, qu'il ne veut pas tuer dans un premier temps, parce que même le gentil garde joué par le mec Danny Trejo se fait défoncer. Alors quand on le voit gentil Danny Trejo, il est gentil avec lui. Il est gentil, c'est vrai. Il va pas le tuer quand même, mais il le bute quand même. Danny Trejo, j'en ai marre, arrêtez. Danny Trejo. Moi j'attends définitivement un machete contre Michael Myers. Ah oui, d'ailleurs, petite anecdote quand même, c'est qu'à la base le film il avait été fait parce que justement il risquait de perdre les droits. Du coup c'est un film qui a quand même été fait mine de rien. C'est rigolo que tu parles de Danny Trejo, parce que le Machete en fait à la base c'était aussi une fausse bande-annonce pour Grindhouse, comme Rob Zombie a fait. C'est gentil Danny Trejo. Voilà. Non mais à la base le film a quand même, petite anecdote, le premier Halloween de Rob Zombie, avant qu'il arrive sur le projet, en 2003 on a quand même échappé à un Pinhead contre Michael Myers. Oui, j'ai vu ça. Vous avez prévu un crossover comme ça. Mais le fils de Moustapha Akkad voulait pas, donc. C'est juste parce que les Weinstein avaient les droits des deux, quoi. Ils sont du monde, bonne idée. Puis il a dit contre Jason en 2003. Il y a du pognon à se faire là, ouais. C'est ça. Il aurait pris un marteau, il aurait recloué les clous de Pinhead. On va passer à la suite, Halloween 2. Alors, franchement, à un moment donné, je me suis perdue dans les titres parce que quand j'ai voulu justement regarder Halloween, le premier
de la dernière trilogie, quand tu vas sur des plateformes genre Prime et tout ça, il faut regarder la date. Hein. Oui, il faut regarder la date parce qu'en fait ils se sont trompés de titre, ils l'ont appelé Halloween. Enfin, il y a un bordel pas possible sur les plateformes. Je crois que même eux se perdent. 13 films qui s'appellent Halloween. À un moment, Ça devient très compliqué. Stéphanie, est-ce que ça te dirait de nous le résumer? Ce 2 non. Non, Vincent, il aime pas. Non, allez, Nico, tu nous sauves. Vite fait. Oui, vite fait. C'est parce que t'as des choses à dire sur le cheval. Non, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tous les deux, vous nous avez quand même confié avoir le DVD de cette merde. Hein, donc c'est quand même que vous aimez ce film. J'ai confié à l'avoir regardé en DVD. Le DVD, je l'ai loué. Ah, tu l'as loué. Ok, ça va. Mais moi, je l'ai à acheté. l'ancienne, je loue des DVD. Je l'ai même regardé 2 fois. Donc, il est investi. Ça commence... Moi, je l'ai regardé en 2 fois. Ça commence avec un carton qui parle d'un cheval. Oui. Ça commence. Avant même n'importe quelle image, on te parle déjà d'un cheval. C'est ça. Voilà. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais on te parle d'un cheval. Vas-y, Nico. Mais au démarrage, ça reprend directement à la fin du 1. Ouais. Donc vraiment comme dans le 2 original, quoi. Mais pas pour longtemps. On suit juste Laurie Strode qui se fait hospitaliser, etc. Et on embarque Michael Myers. Une vache passée par là. C'est incroyable. C'est le meilleur résumé de l'histoire d'Halloween. Parce qu'en plus, c'est marrant, mais l'ambulance, elle roule pas longtemps et d'un coup elle se retrouve au milieu de nulle part. Mais c'est une scène complètement creepy. T'as les 2 conducteurs qui sont en train de parler qui vont violer un cadavre, en gros. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, super chaude. Il paraît qu'on peut coucher avec, machin, etc. Et moi, tu sais que une vache passe, il rentre dedans, du coup ça réveille Michael Myers qui était mort. Et là, il décapite le survivant avec un morceau de verre. Il y a une scène lunaire où on voit l'un des 2 survivants qui crie et il dit fuck pendant bien 2 minutes. Oui, c'est vrai. Il fait en crachant du sang. Ça dure 2 minutes. C'est cet acteur là, je sais jamais son nom, mais qu'on voit leur plein de films. Mais savez-vous qu'à cette scène-là, c'est pas lui qui joue en 31 aussi, du coup? Non. Parce qu'il y en a qui fait le. Si, il joue effectivement en 31. Il ressemble en tout cas. Je l'ai lu, mais vu que j'ai pas vu le film, j'ai lu parce que j'étais à voir un peu la bio de cet acteur. On n'arrête pas de couper ton résumé, je suis désolée, mais il faut savoir que moi, franchement, je le disais avant d'enregistrer, je regarde des films de cannibalisme en mangeant. J'ai vraiment aucun problème avec les films gore. J'ai regardé le film Halloween 2 de Rob Zombie. À cette scène dans la voiture, j'ai dû couper. Quand il coupe la tête avec... Et ben, je n'arrivais pas à continuer à bouffer. J'étais en train de manger. Et j'ai dit, ah non, ça me débecte. J'ai eu la nausée. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi? Comment ça se fait que ça m'atteigne? Tu vois? Bah ça, c'est la patte Rob Zombie. Hein, parce qu'à part dans la maison il est mort où il est un peu ringard, après, il est quand même super gore et super violent. J'ai dû arrêter et recommencer. Il peut être vraiment dégueulasse. Quoi. Ouais, et pourtant, je supporte quand même par contre, la vache, ça fait vraiment effet pilier en béton. Hein, c'est une vache, C'était une vache en béton. C'est du blanc-bleu belge. Même sur les États-Unis, c'est du blanc-bleu belge. Continue ton résumé. Si tu auras le film après, mais continue ton résumé. Du coup, la vache, je crois, transfère son âme dans celle de Michael Myers qui se réveille. Je sais pas si c'est ça. Moi, j'ai pas compris ça comme ça, mais ouais. Non, c'est rien. Enfin, ça le réveille en tout cas. Elle avait une conversation avec le cheval. Le film maintenant. Elle avait une conversation avec le cheval, en fait. C'est peut-être le cheval qui va. C'est peut-être un cheval qui l'a écrasé. C'est ça qu'il voit après. On sait pas. Mais donc ça le réveille et puis il se barre en gros. Et après, alors le film reprend 4-5 ans plus tard. Et puis en fait c'est la première apparition qu'il a aussi de sa mère parce qu'il veut absolument mettre Cherry Moon dedans. Oui, c'est vrai qu'il voit sa mère. C'est là qu'il voit sa mère en cheval pour la première fois. C'est avec un sa cheval. Mère en cheval. Mais sa mère. Et là, Cherry Moon, on voit qu'elle peut être très bonne actrice, mais c'est très mauvaise parce qu'elle ne dit rien et elle est nulle. Elle est juste comme ça là, genre avec des grands yeux. Avec des grands yeux. Elle est super mauvaise alors qu'elle n'ouvre pas la bouche et qu'elle apparaît 3 secondes sans bouger. Avec ce cheval, tu dis ok. Là, t'essayes déjà plus de comprendre. Moi, je me demande les gens qui n'ont pas vu, qui se disent c'est quoi cette histoire de cheval. Je vous jure que c'est vraiment dur à expliquer. Et puis alors on raccroche 4-5 ans plus tard, je pense. On retrouve Laurie Strode qui est devenue une sorte de grunge à 2 balles. Elle est infâme. Qui se trouve super rebelle parce qu'elle a un poster d'Alice Cooper dans sa chambre. Et qui fait des cauchemars. Et qui fait des drôles de cauchemars qui rappellent en fait ceux que Michael Myers fait lui-même. T'as un poster d'Alice Cooper dans ta chambre? J'ai eu un petit poster, mais je l'ai pas mis très longtemps. Mais voilà. J'écoutais Feed My Frankenstein, voilà. D'ailleurs, je pense que je ne connais pas d'autres aujourd'hui. Moi voilà. Au mur, j'avais Ace of Base, tu sais, donc je vais pas te juger. C'est ça. Bon, le cheval, on retourne sur le cheval, voilà. Et elle a effectivement d'étranges visions qui rappellent celles de Michael Myers. Donc on voit là, il installe déjà un peu un lien familial entre les deux très étrange, et c'est ça le truc le plus raté du film pour moi, c'est vraiment ça.
Et on voit qu'elle vit alors avec une autre survivante, sa meilleure amie survivante du premier, avec le fameux père joué par Grimmin Langue de Serpent là. Donc ils sont restés à Haddonfield. Chucky, pour situer. Et on retrouve aussi alors le docteur Loomis qui lui est devenu vraiment d'un cynisme absolu, qui veut juste vendre son livre, un connard insupportable, détestable. C'est un des problèmes du film, c'est que tous les persos sont détestables en fait. C'est justifié dans l'histoire, empathie pour personne. mais tu n'as aucune empathie pour personne et c'est très difficile à suivre parce que tu détestes tous les persos à peu près. Ils sont le perso de Loomis particulièrement, la transition, c'est vraiment au-delà de tout ce que j'aime pas dans le film, mais il y a même rien que j'aime bien, mais lui il y a vraiment un truc, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est... Pourquoi est-ce que c'est devenu un connard pareil c'est ça, vraiment. Qui a écrit un bouquin sur tous les événements. Moi, généralement, j'essaie je me raccroche aux branches en essayant quand même de ressentir de l'empathie pour Brad Dourif. Alors, c'est difficile avec son visage, mais voilà, avec le shérif, ça. C'est ça, tu t'identifies à plus personne dans le film, tellement ils deviennent... Au cheval, peut-être. Au cheval, peut-être. C'est ça. Et là, c'est un film. Ouais, c'est ça. Et alors, le grand mystère, c'est est-ce que Michael Myers est mort ou pas? On a envie de dire, vous n'avez pas retrouvé son corps, donc a priori non. Ça pue, mais apparemment, c'est le grand mystère. Apparemment, c'est le grand mystère. Mais est-ce qu'il est mort ou pas? Mais en tout cas, il est disparu. En fait, c'est une sorte de clochard très, très zombiesque là dans le coin. On dirait Voldemort dans le premier Harry Potter. Oui, c'est ça. Et alors, il y a un truc, effectivement, je crois que c'est le premier film, c'est peut-être même le seul film où on ne le voit pas dans son bleu de travail. Où il est plutôt dans une tenue effectivement de laisser pour compte et comme ça avec des longs cheveux, une capuche là. C'est un vrai SDF, c'est comme ça qu'il est présenté, il vit 4 ans et à un moment d'ailleurs, et ça aussi c'est une particularité du film, je trouve, c'est que son masque se déchire. Non, c'est là qu'il est. Il vit à la campagne, c'est un SDF, ça va, ouais. Non, c'est réellement un SDF et il vit réellement à la campagne. Oui, et en fait là un truc qui serait plutôt dans une dynamique d'humanisation. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est que c'est aussi le premier film, enfin le seul, où on voit son masque se déchirer, où on voit ses traits de visage, et d'assez proche, d'assez près à un moment. Il y a une scène où il tue quelqu'un qui sort les poubelles là, et qui fait l'agent de sécurité du club de striptease où a bossé sa mère. Ouais, c'est ça. Et là, on le voit, il y a un contre-champ avec Michael Myers, il n'a pas son masque. Il n'a pas son masque et on voit son visage. Et son visage va plutôt bien, en fait. Et son visage va plutôt bien, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas, par exemple, c'est pas raccord avec ce que te montrait Carpenter, etc. Mais c'est quand même pris un peu une balle, tu vois. Donc, son visage va très bien. Son visage va très bien, tout à fait. C'est ça, mais il a peut-être fait de la chirurgie. En fait, elle a tiré à côté, ça l'a juste rendu sourd d'une oreille. C'est ça. Oui, mais bon, si on doit justifier les renaissances de Michael Myers, parce que c'est le principe du perso, effectivement, qui renaît. Et puis donc, ce film, ce résumé, Nico. Je continue, vous voulez jusqu'au bout là, j'ai déjà fait on continue. J'ai jamais vu quelqu'un aller aussi loin là-dedans. On adore. C'est ça. Parce que là, j'ai déjà fait la moitié du film. C'est pas grave. Alors, il revient, du coup, il finit par revenir plusieurs années après. Il recommence à tuer. En fait, on voit bien qu'il est un peu sur les traces de sa famille, quoi. Mais la grosse nouveauté et le truc le plus foireux de tout le film, parce que ça vient même mettre à mal, je trouve, le propos du film avant. Et on a le même problème avec Gordon Green tout à l'heure. On pourra le parler avec le Kills. Là. C'est que Rob Zombie imagine un peu une sorte que le mal est incarné dans la famille Myers en fait. C'est un peu ça l'idée, et il y a une sorte de lien télépathique entre la sœur et lui, et c'est pour ça qu'ils ont les mêmes visions et tout ça cauchemardesque de la mère. Harry Potter et Voldemort. Et alors on dirait qu'en plus la vision de Sherry Moon là, essaye d'attirer vers le mal Laurie, etc. pour reformer une sorte de famille, la famille. C'est de la corrompre en fait. La corrompre, c'est ça. Et les ramener tous dans leur cabane pourrie là, ce qui se passe à la fin. Et donc essentiellement, on se retrouve avec un Michael Myers qui tue principalement pour réussir à retrouver, déjà comme d'habitude, c'est pour s'habiller, pour trouver son masque, etc. Il le fait à chaque fois. Et ensuite pour essayer de mettre la main sur sa sœur, de l'emmener à une cabane et on sait pas trop. Parce que là on comprend parce qu'il y a le cheval, la mère, Sherry Moon avec des yeux comme ça qui te regarde. Et Loomis qui tout d'un coup se pense justicier parce que jusque là c'est un connard, mais la dernière seconde du film se dit ah oui mais en fait je suis pas un connard, je vais essayer de régler le problème. Il se fait défoncer en 4 secondes. C'est parce que j'ai rien compris. C'est la deuxième fois que je le voyais récemment. J'ai rien compris au film, mais là je comprends. Enfin, je comprends ton résumé, mais j'ai l'impression que je suis passé à côté d'encore plus de choses que ce que je pensais, tu vois. Mais non. Enfin voilà, donc je sais pas comment maintenant résumer de façon claire ce qui ne va pas dans ce film, mais je pense que on n'a pas situé le film parce qu'on est parti directement sur le résumé, mais ce film, j'ai lu que Rob Zombie a avoué plus tard qu'il l'a fait car il devait encore un film Weinstein. Hein. Donc j'ai lu ça. Il voulait pas du tout le faire. Il voulait pas le faire et en fait, niveau de contrat de production, il devait faire ce film. C'est récemment ça, parce que même apparemment il aurait avoué ça plus tard. Moi ce que j'avais lu c'était genre finalement qu'il voulait pas en faire un deuxième de toute manière, mais que c'est au fur et à mesure qu'il était parti en tournée avec son groupe que
la proposition était toujours là, qu'il était revenu, mais bon, Carpenter voulait pas être impliqué. Carpenter, il a cité un truc par rapport à Rob Zombie. Alors je sais plus c'est quoi la citation, mais en gros, parce que Rob Zombie a dit plusieurs fois que Carpenter a pas été très correct avec lui par rapport à son travail, etc. Carpenter a dit quelque chose comme oui, mais moi j'ai toujours encouragé à faire son film, etc. En finissant sa citation par cette petite merde, comme ça, en parlant de Rob Zombie, et c'est quand même mais il paraît qu'il est pas du tout sympa, Carpenter. Big John, il est pas content là. Un vieux râleur. C'est un vieux grincheux. C'est vrai qu'en même temps, il dit au mec, vas-y, fais ton propre film d'interprétation. Après, il faut pas s'étonner qu'il ait pas suivi sa ligne, quoi. Mais le plus triste dans le 2, c'est que t'as quand même faire mal au cul de voir ça, quoi. Le plus triste dans le 2, c'est que Rob Zombie, je pense qu'il est revenu en disant ok, mais donnez-moi carte blanche, je fais un peu ce que je veux, je me l'approprie vraiment. C'est ce qu'il a fait, et le résultat est quand même vachement moyen, quoi. Mais il n'aurait pas dû trop. C'est un film de Rob Zombie pour Rob Zombie. Oui, c'est ça, c'est par lui pour lui, quoi. Mais en plus, c'est vraiment pas le meilleur de sa film, quoi. Quand il a rajouté des scènes coupées dans le DVD, et j'ai lu qu'il avait dit aussi que il l'a avoué lui-même, il a dit c'est un film très difficile à regarder, je suis pas sûr que les fans vont adhérer à quelque chose d'aussi sombre. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé, mais il y a la version cinéma et il y a la version DVD. Director's Cut. Je sais que le premier, en tout cas, moi, c'est la version cinéma que j'ai vue. Et apparemment, il faut vraiment regarder la version DVD. Le Director's Cut qui est plus long. Celui qui il y a 10 minutes en plus, c'est tout. Si je dis pas de conneries. C'est ça qu'on a hésité quand on cherchait le fichier. La fin change dans le 2. La fin change dans le 2 ? Il me semble que la fin change dans le 2. C'est pas tout à fait la même fin au cinéma et en Director's Cut. Non, c'est vrai, dans la version cinéma, vous la connaissez, du coup, Michael Myers se fait tirer dessus, et donc Laurie l'achève finalement d'un coup de couteau. Elle sort justement de la cabane avec le masque. D'ailleurs, moi j'avais en tête la première fois que je l'avais vu que c'était comme. Enfin, bon, je l'ai vu en 2012 peut-être, donc ça datait, mais qu'en fait c'était comme si c'était elle qui était Michael Myers depuis le début. Et justement, après, c'est comme si elle se retrouvait dans un asile et qu'elle voit le cheval. Et décidément, ce cheval. Mais ça aurait été plus drôle qu'elle voit la vache ressusciter. Et il y a la Director's Cut où alors les plans existent, ils sont trouvables, où Myers tue Dr Loomis du coup qui revient portant lui dans la version cinéma, et Laurie se prend une balle à nouveau, mais à nouveau non. Qu'est-ce que je raconte ? Non, elle se prend une balle et meurt justement à la fin, si je ne dis pas de bêtises pour le coup, mais j'ai pas vu la Director's Cut, j'ai juste vu 2-3 images qui traînaient sur internet. Donc tu parles sans savoir, bravo. Voilà, ça va, bon. C'est quoi ce mec qui ne se renseigne pas ? Donc la version cinéma, c'est où elle sort avec le masque de Myers, quoi. Oui, c'est ça que j'ai vu, tout le monde a vu. Mais la version Director's Cut existe normalement. Et on la voit dans l'asile à la fin, avec son petit sourire comme dans. dans. Il y a Psychose là. Exactement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un petit clin d'œil à Psychose. Le dernier plan, c'est le même. Alors, je suis fan d'Hitchcock, mais je veux dire un petit clin d'œil à The Craft aussi, pour ceux qui ont vu Dangereuse Alliance. Ouais, Fairouza Balak à la fin qui fait ce petit dans son asile psychiatrique. Non, c'est dommage que vous n'ayez pas l'image de ce qu'on vient de voir. Mais... en fait, c'est là, ce que je viens de voir là, je me dis, mais il va falloir qu'on filme un peu nos enregistrements parce que. C'est ça. Je le fais super bien. Elle fait des grimaces. Ouais, mais j'aimais beaucoup m'habiller comme ça quand j'étais adolescente. J'étais un petit peu gothique. Mais non, il faut voir ce film Dangereuse Alliance. On a un peu un genre de fin comme ça dans l'asile psychiatrique, un peu sympa. C'est assez classique des films d'horreur aussi. La morale, ne regardez pas Rob Zombie, regardez Dangereuse Alliance. Dangereuse Alliance, c'est bien mieux. Stéphanie, tu as donc loué le DVD exprès. Oui. Ça va ? As-tu aimé ce film ? Ça va. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça va, je suis vivante, je suis toujours là. Attends, première question d'abord. Où est-ce qu'on loue encore des DVD ? Pour la pub, Point Culture. Ah oui, d'accord. Oui. Tout à fait. Oui, on peut faire la pub, Point Culture. Oui, c'est très bien, c'est très chouette, ça marche bien. Et ils ont... Et les ont Halloween 2 de Rob Zombie. Ils ont... Et t'en as pensé quoi de ce film ? J'ai trouvé sale. Ouais, c'est un bon terme. Sale, ça résume bien. J'ai pas compris grand-chose, en effet. Où va le cheval ? Pourquoi ? Où est le cheval à la fin ? Sale. Mais après... il y a des morts, il y a du sang, donc tout va bien. Mais c'est quand même bien plus sale. Les morts, le sang est bien plus dégueu que dans le premier. Quoi. J'ai l'impression que c'est pas... En fait, quand je vois le 1 et le 2 de Rob Zombie, j'ai l'impression que c'est pas le même réel. Mais t'as le vrai côté brutal et vraiment ultra direct de Rob Zombie qui apparaît dans le 2 où t'es même plus vraiment dégoûté, t'es un peu... Non, mais les amateurs de meurtres violents, là, ils en ont quand même pour leur fric dans le 2. Oui, t'en as pour ton fric, mais je trouve que les plans du 1...
ils sont esthétiquement sympas à regarder. Que le 2, alors oui, j'en ai pour mon argent niveau meurtre. Et il bute à tour de bras, non, le 2. Mais c'est pas esthétique. Mais je trouve que la photographie est vraiment dégueulasse pour le coup. En fait, ça m'a rappelé, moi, Alien vs Predator 2, où à un moment même, c'est tellement sombre que tu vois rien. Et t'as l'impression que le film se veut tellement... Regardez, je suis sombre, je suis violent. Sale, en fait, c'est le mot juste. Qu'à un moment, t'es juste... Bah oui, mais je vois rien. Ça m'a fait penser à mon DVD Fear Itself, là, tu vois. Tu vois, c'est incroyable qu'on en... Oui. Tu vois, c'est un DVD qui est sorti dans un coffret squelette dégueulasse. Moi aussi, je l'ai, évidemment. Avec plein de cours faits par des réalisateurs d'horreur. Il y en a un de Rob Zombie aussi dedans. Ah, mais oui, c'est la suite des Master of Horror, là, c'est ça. Exactement. Et ça m'a fait vraiment penser à cette esthétique-là, quoi, l'esthétique des vieux bazars série B dégueulasses. Mais il faut regarder les Master of Horror, parce que Fear Itself, c'était pas génial, mais les Master of Horror, il y en a qui sont terribles. Drôle. Fear Itself, c'est quand même très très drôle. Mais c'est un peu gentil, quoi. Ça dépend. Et celui avec le cannibale, bof, hein. Je sais pas, moi je trouve. Moi j'aime bien celui avec le Wendigo, mais bref. C'est autre chose. On fera un épisode popcorn. Non, parce qu'il y a un Carpenter dans les Master of Horror. Il y en a même 2, je crois. Ouais, il y en a pas mal. Tu connais pas ça, Vincent? Mais il n'y a pas de Rob Zombie. Ah, je te passerai le coffret si tu veux. Il est très beau. Ah oui, non, évidemment. On va lui dire que c'était nul, Fear Itself, fait pas. Je me réjouis. Non, ça vaut le coup parce que c'est des anthologies, c'est chaque fois des moyens métrages faits par des classiques, des réalisateurs vraiment assez reconnus. Il y en a des super. Il y en a qui sont bien. Mais ici, moi, j'avoue, je me suis pas renseignée. C'est maintenant que en fait, c'est un peu con parce que c'est quand même censé être mon boulot. Mais la photo a été faite par la même personne dans le 1 et le 2 de Rob Zombie. Vous avez regardé ça? C'est pas... Il y avait un directeur photo sur le 2. Ouais, c'était gratuit. Parce que pour moi, c'est pas du tout dans la même lignée, quoi. Tu vois, ou alors c'est que j'ai vu le 1 sur Netflix ou Prime et que j'ai vu le 2 sur la version dégueulasse que Vincent m'a trouvé sur internet, quoi. Mais ouais, vraiment... c'est ça. Moi, je les ai enchaînés en DVD tous les deux, ça m'a pas choqué. Je t'ai envoyé la bonne version. Non, moi, c'est quand même là que j'ai du mal à me dire si effectivement récemment Rob Zombie aurait dit qu'il reniait un peu, qu'il reniait le film dans le sens où oui, c'est parce qu'il devait un film. Oui, c'est ça, il dit ça après coup. Parce que c'est quand même un film où tu sens que en termes de liberté artistique, c'est total. Oui, c'est ça. Le premier a été produit à 15 millions, le deuxième à 13 millions. Le premier est un peu plus consensuel que le deuxième, finalement. Oui. Tu vois Mais ouais, comparé vraiment, autant fondamentalement, j'aime pas le premier de Rob Zombie, vraiment, mais je le trouve infiniment plus regardable. Enfin, je le trouve regardable, au moins, le premier de Rob Zombie. C'est regardable. Là où vraiment, le 2, c'est un de ces rares films que j'avais plus trop en tête, mais le fait le mot sale m'est resté en tête que tu disais tantôt. C'est vraiment le symptôme Rob Zombie. Moi, je trouve qu'il est ultra inégal comme réalisateur. Hein. Il fait autant des films géniaux que des sombres merdes. Mais d'un coup à l'autre, et parfois même dans ses films, alors c'est moite-moite, quoi. Si vous avez vu par exemple le troisième de la famille Firefly, là, la première moitié, mais elle est nulle. C'est un très bon Z, moi je trouve, le dernier, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. La première moitié, moi je la trouve vraiment mauvaise. Encore avec Sherry Moon qui joue la folle là, c'est infernal, quoi. Infernal tellement elle est nulle. Et la deuxième moitié où ils sont au Mexique est géniale, quoi. Une fois, moi j'ai trouvé ça assez génial. Donc lui, il est vraiment hyper inégal, moi je trouve, comme réalisateur, et on sait jamais s'attendre. Enfin, quand on regarde Rob Zombie, en fait, c'est un peu notre Tommy Wiseau. Mais non, mais vraiment, je trouve que c'est ce que tu dis par rapport à souvent des moitiés de films. Genre moi, Lord of Salem, qui est un film que je l'ai en DVD chez moi, alors que fondamentalement, j'aime pas le film. Non, mais t'as tout, toi. Mais non, j'ai pas tout, mais en bundle avec le 31 en Blu-ray, non? Oui, exactement. Ah, bah, tu vois. Mais alors, Lord of Salem, je trouve qu'il y a vraiment un truc où, par exemple, c'est un des films de Rob Zombie que j'ai vraiment envie de défendre, mais il y a toujours un moment où il va trop loin dans ses délires, où il décide de transformer le film en clip, alors ce qui est beaucoup plus le cas pour le coup que les Halloween. Et je me dis, j'ai vraiment l'impression d'être face à potentiellement son meilleur film à chaque fois, et puis. Ah non. Et puis ça se délite un peu. À part David Reject que je défends vraiment à fond, comme c'est quand il a moins d'ambition, on va dire, dans le propos qu'il est le meilleur. Ouais. Parce que 31, par exemple, moi je trouvais assez fun, mais ça reste basique, quoi. Ah oui, c'est des clowns psychopathes qui tuent des gens, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de très subtil dans son cinéma. Dès qu'il rentre dans ces trucs un peu métaphysiques, tout ça, c'est toujours foireux, quoi. On voit quand même que c'est un peu un beauf, quoi. Qui va dans le sens, je trouve. Non, dans le sens du cheval, quoi. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous avez encore un petit mot à dire sur... philosophie de comptoir. C'est ça, ouais. Bah, s'il fait un spin-off sur le cheval, j'irai le voir. Moi, sur la vache. Voilà. Sur la vache, peut-être qu'il peut faire un crossover entre les deux. Hein. Ouais. Mais en fait, si ça se trouve, vous nous écoutez, on est peut-être complètement passé à côté d'une symbolique super pertinente pour Halloween 2. N'hésitez pas à nous le dire, évidemment. Il y a des gens qui le défendent, hein, vraiment. Il y en a qui l'adorent. Ok, parce que si ça se trouve, je c'est suis juste trop con pour avoir compris ce qu'il a voulu faire. C'est possible aussi. 2, alors.
L'esthétique me faisait fort penser à Blair Witch 2 qui est sorti en. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est la même esthétique. Vous avez vu cette merde? Blair C'est Witch la 2, même ouais. esthétique en fait. C'est le même maquillage, en tout cas, que la sorcière et Sherry Moon dans les deux. À mon avis, c'est la même maquilleuse pour le cheval et la sorcière. Vous avez encore un petit mot à dire sur ces deux magnifiques pépites du cinéma? Non? Peut-être dire qu'il a failli y avoir un troisième, hein, cela dit. C'est vrai ? Il y a eu à la base l'idée d'un Halloween 3D, justement. Moi, je me rappelle longtemps avoir vu ces trucs traîner sur Internet. Alors, même moi, je m'en foutais, mais que vraiment, c'était. C'est un truc qui a été. Il y a eu plein de réécritures. On n'a pas eu de nouvelle d'Halloween avant 2016, hein, finalement, pour arriver Oui, tout à fait. Hein. Ça en a fait, changé de producteur. ça me permet d'enchaîner. Ouais. Waouh, merci Vlad, de façon super naturelle sur le fait 2016. En fait, en Yeah, 2016, ce qui s'est passé, c'est super simple. C'est qu'en fait, les Weinstein ont échoué à ressortir un autre film dans les temps. Ce qui Mais fait c'est qu'en pas fait, en 2016 qu'il s'est fait arrêter, l'autre. ce qui fait, je sais plus. Je sais plus, mais c'est simplement. Non, je crois que ça n'a aucun rapport. En fait, ça n'a aucun rapport. En fait, la seule condition, c'était qu'il Non, je devait dis pas que c'est un continuer. rapport, mais je me Il demandais si en fait, jusqu'à quelle année il a encore bossé. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il devait continuer. C'était essentiellement Bob Weinstein, je crois. voilà, C'est ça. ouais. Mais il devait continuer à sortir L'autre, des il était films occupé. pour avoir un droit en fait Ouais. d'adaptation. Et en fait, comme ils n'ont pas sorti de film, simplement à un moment, les droits sont repartis du côté de Miramax, je crois. Et c'est là qu'en fait, il y a un artisan très connu qui a commencé à se lancer post 2010. Il me semble, c'était même peut-être avant, je sais plus, mais Jason Blum. Oui, Voilà, qui commence en fait à lui complètement exploiter le filon du cinéma d'horreur indépendant, et qui maintenant est peut-être le grand gourou de ce secteur-là aux États-Unis. En fait, il saute évidemment sur les droits d'adaptation et il se dit ça y est, c'est le moment d'en faire un peu notre Halloween et d'essayer d'un petit peu raccorder les wagons. Et donc pour ce faire, il va se dire déjà, je vais essayer d'aller prendre un réel que je trouve compétent. Et en fait, là, il a le choix. Et alors ça, je sais pas, on va pouvoir en discuter entre nous, mais d'aller chercher un David Gordon Green qui est pas quelqu'un qui est connu, en tout cas avant cette trilogie Halloween, pour faire des films d'horreur. Bon, maintenant, à mon avis, moi, en tout cas, de mon côté, je le cataloguerais plutôt dans ce registre-là, parce que j'arrive pas à penser à ce réel-là sans penser à ces films-là. Et donc, il va lancer ce chantier qui va démarrer en 2018 et qui va avoir pour concept, et c'est là qu'on parlait un peu de Rick Well tout à l'heure, de faire réintervenir Laurie Strode, à savoir Jamie Lee Curtis, mais de complètement baquer tout ce qui a été fait entre le 1 et ce nouveau film. Voilà. Donc en fait, à partir de la première suite qui a été déjà produite par Carpenter en 80, c'est une suite directe du 1. Et qui se passe donc 40 ans après. C'est ça. Qui respecte en plus le temps passé. Et en plus sur lequel, et là c'est là aussi qu'ils se donnent quand même pas mal les moyens, sur lequel ils ont réussi à convaincre Carpenter de revenir. Alors c'est Carpenter vieux, je sais pas à quel point il a eu une intervention créative importante dans le film, parce qu'on sait bien que Carpenter... Il a réécrit les musiques quand même. Oui, alors là pour le coup, il est très impliqué en termes de musique. Super chouette, mais ça on va y arriver. Mais il semblerait que toutes les décisions quand même, il pouvait être consultant et qu'il a tout validé. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça mange pas de pain pour lui, dans son canal de dire c'est bon, ça va. Allez. Il y a quelques trucs qu'il aurait peut-être dû ne pas trop valider. Non, effectivement. Tu peux y aller. Situons quand même pour nos auditeurs qui se sont peut-être perdus dans tout ça Halloween que donc ici, Laurie n'est pas la sœur de Michael. Non, c'est ça. Parce que dans le 1, effectivement, dans la première version du 1, en tout cas, il n'y a pas de lien. Elle n'est pas censée être sa sœur. En tout cas, il n'est pas verbalisé, il n'est pas mis en avant, il n'est pas explicité. Et Carpenter lui-même l'a renié en plus. Il a renié, il dit qu'il avait trouvé l'idée quand il était bourré, d'ailleurs, quand on l'a obligé à écrire une suite pour le 2. Voilà. Qui dit que c'est pas la meilleure, d'ailleurs, mais voilà. Mais donc ici, on repart, on oublie. On est en 2018, donc exactement 40 ans après les événements tragiques d'Haddonfield, donc de 78. Et tout démarre avec une équipe de journalistes qui veulent créer un podcast et qui vont... les podcasters. Un podcast type True Crime. Et vont rendre visite à Michael Myers en lui présentant son masque, en lui disant vas-y, essaye de nous dire quelque chose, parce que le mec est dans un mutisme depuis 40 ans. Ce qui est un peu bizarre. Je sais pas qui a validé montrer le masque pour qu'il parle. C'est quand même, c'est quand même les journalistes les plus teubés. C'est ça. Du et en monde. fait, ça va activer un truc chez Michael qui va se décider à s'évader. À côté de ça, en fait, on se rend compte que Laurie Strode, ça fait 40 ans qu'elle est dans une espèce de prison mentale. Elle a super peur que Michael s'évade un jour pour l'attaquer. Et en fait, elle s'est construit une espèce de forteresse dans le but de pouvoir se défendre le jour où il reviendra. Mais ça fait 40 ans qu'elle attend. 40 ans. Et elle a sombré dans l'alcool. Et elle a une fille
et une petite fille Ouais. à qui on lui explique qu'on lui a retiré la garde, etc. Et donc ça la traumatise un petit peu. Et en fait, tous les événements vont se mettre en place pour que finalement Michael Myers attaque la ville et que ça permette un certain rapprochement familial en fait entre ces 3 personnages féminins qui sont un petit peu c'est les personnages principaux de ce film-là. Alors là, on va peut-être pouvoir en discuter entre nous, sans que j'ai l'impression qu'il y en ait une qui prenne le pas sur l'autre. J'ai l'impression qu'elles sont plutôt toutes les trois traitées assez équitablement. Ça marche bien. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et est-ce que j'ai rien oublié dans ce résumé ? J'ai l'impression que j'ai tout dit. Si vraiment il faut spoiler jusqu'au bout, à la fin, ils parviennent à piéger Michael dans une maison et ils foutent le feu. Il y a un élément quand même important, c'est le fait que Laurie est complètement ostracisée aussi par la ville, qui la considère comme une tarée. Parce que comme la personne qui a attiré... prêche dans le désert, vraiment en disant ça, il va revenir, mais personne ne la croit. Dans le 1, c'est vraiment ça. Après, c'est pour ça que le 2 est foireux, parce que ça va nier complètement le 1, mais dans le 1, c'est vraiment ça. C'est vraiment la vieille tarée qui gueule et tout le monde s'est écarté d'elle parce que... Oui, d'ailleurs, même dans son design, il y a un côté un peu vieille folle. Dans la façon même qu'ils ont eu de la coiffer. Il y a même des moments où ils décident, on les traitait un peu à la fois comme une espèce de Sarah Connor aussi par moment, mais qu'il y a des moments littéralement. Oui, donc c'est une meuf surarmée qui est là, qui s'est tirée, qui sait se défendre. Elle est sa petite fille, du coup, qui à un moment est à l'école, elle regarde par la fenêtre et elle voit Laurie Strode qui est dehors mais qui est exactement filmé comme si c'était Michael Myers. Du coup, c'est comme si c'était elle-même déjà en fait un fantôme de ce truc du passé que même la ville essaye d'oublier et en fait justement la façon dont on démarre le film, en fait le premier point de vue qu'on a, c'est le point de vue des journalistes, et on a justement ces journalistes qui, dans leur façon de romancer un petit peu cette histoire, font ce parallèle en disant on a un tueur d'un côté, on a une proie de l'autre, et en fait les deux vivent dans une prison, et il y a cette idée, et le film commence comme ça. C'est tellement bête. Mon Dieu, je suis désolée. Donc toi, tu n'aimes pas. Tu vas nous expliquer pourquoi tu détestes ce film. Je sais que t'aimes pas les autres non plus. Mais non, c'est peut-être le moins pire des 3. Peut-être, quand même, je trouve. Non, je trouve que dès le départ, ça ne va pas. En fait, la seule chose, encore une fois, moi, j'aime bien les images. Maintenant, c'est des images très, très tendance quand le film sort. C'est des images, ça passe nickel sur Netflix. L'image est belle, la photo est belle, les couleurs sont belles, les meurtres sont super, il y a du sang, je suis contente. Il tue même un gosse, donc je suis ravie. Oui, c'est d'ailleurs un des rares meurtres vraiment explicite, c'est quand il bute le gosse. Ça justement, il y a un truc. Je voulais fermer les yeux, moi. Je vais peut-être tout de suite aller là-dessus pour dire, moi en fait c'est un film qui à plein de moments arrive à déjouer mes attentes, et ça c'est justement un des moments où je me suis dit on a un gosse, c'est pas possible. Il va pas le buter. C'est pas possible qu'il meure lui, tu vois, et qu'il se fasse tuer. J'étais en train de me dire ce film se permet des choses, et qu'on le voit se faire tuer, parce que tous les autres, tous les premiers meurtres qu'on voit avant, on les voit pas, on voit les gens morts. Moi j'ai trouvé justement beau parce qu'on les voyait pas. Tu ne vois que le résultat. Du coup, ce que t'imagines, mais c'est encore bien plus gore que ce qu'ils auraient pu filmer. Mais en fait, il est même bien plus brutal que celui de Rob Zombie, je trouve, par bien des aspects, et ça marche beaucoup mieux à ce niveau-là. Ça marche un peu mieux au niveau des meurtres, ça marche mieux. C'est aussi parce qu'il y a la manière dont un vrai travail sur la direction artistique. Mais c'est ça, visuellement, c'est une claque. Ouais. Au niveau de la mise en scène, c'est une claque. Par contre, niveau du fond... Il y a à un moment donné un échange entre deux personnages où t'en as un qui dit mon truc, moi c'est la danse, et alors t'es là, mais pourquoi tu places ça pour montrer que même si c'est un homme qui danse, il est courageux. Enfin t'es là, je trouve qu'au niveau du fond c'est un peu une cata, c'est encore une fois grossier à crever. Moi je trouve que les personnages sont tous hyper caricaturaux. Ça m'énerve, ça m'agace. Enfin voilà, je veux pas je veux pas casser le film pendant 10 minutes toute seule, mais je sais pas, moi il y a un truc vraiment qui m'a dérangé dans ce film en termes de traitement de personnages en fait. Et puis à la fin le côté maman j'ai raté l'avion de la maison, ce n'est pas une planque, c'est un piège, je sais plus ce qu'elle raconte. C'est un piège, c'est ça. J'ai regardé en français. Je pensais que c'était une cage pour qu'il se protège. Puis c'est vraiment le côté maman j'ai raté l'avion avec c'est un booby trap. Avec tous les trucs mis en place comme ça, et puis alors puis la fille de Laurie qui fait je t'ai eu, la même réplique qu'elle me tape dans le dos. Un autre truc sur lequel le film arrive à m'avoir, c'est qu'en fait dans la façon dont ce personnage est caractérisé pendant tout le long du film, en fait on te le caractérise énormément comme une victime de sa mère, une victime de tout ce passé familial qui est difficile pour elle, et qu'elle veut juste vivre une vie de famille. Donc quand t'as l'impression d'avoir pété les plombs avec un fusil dans les mains en disant je peux pas, je vais pas y arriver, moi j'y crois totalement. Moment où elle se ressaisit et où elle dit je t'ai eu, et que là elle tire une balle en fait dans le visage de Michael Myers, là à nouveau, et c'est rare que ça arrive dans un film d'horreur, je me fais avoir. Là je m'étais vraiment fait avoir. Je suis assez d'accord avec toi, mais moi je trouve que c'est un aspect un peu raté. Pour moi c'est un peu raté cet aspect là, parce que effectivement ça sort de nulle part quoi. Ils auraient pu faire ils ont fait genre je jouais
devant Michael Myers à la victime, mais je n'en suis pas une. Mais en fait, alors ça marche pas parce que quand elle est dans la cave et qu'il la voit pas, pourquoi est-ce qu'elle est victime Ça aussi marche tellement alors pas. qu'on aurait pu peut-être une sorte de réminiscence à un moment, on se dit ah bah oui, je retrouve ce que ma mère m'a appris parce qu'en fait elle l'a vraiment élevée pour qu'elle devienne une vraie tueuse. Avec ces images de Et flashback ça revient à dégueulasses. ce moment-là, Ouais. et quand quand elle est face au stress, finalement, tout ce que sa mère lui a appris quand elle était jeune remonte à la surface, et alors elle arrive à affronter le mal. Ce qui était l'objectif premier de Laurie Strode, et elle le dit plusieurs fois. Même dans sa relation avec quand elle parle à sa petite fille, elle dit ma mère te déteste. Elle dit je m'en fous qu'elle me déteste, tout ce que je veux c'est qu'elle arrive à survivre quand Michael Myers l'attaquera. Et là finalement on voit qu'elle a réussi son coup. Dans le 2, après on verra dans le 2, c'est pas le cas. Stéphanie. Elle a ce déclic quand elle voit juste son arme avec ses initiales dessus. C'est à ce moment-là qu'elle a le déclic en soi. C'est vrai que c'est l'arme avec laquelle elle s'entraînait, tout à fait. Elle est victime, mais depuis le début du film, pas uniquement quand il se cache dans la maison. Déjà dès le début du film. Non, mais le déclic est pas. Mais oui, si c'était un déclic, mais je trouve que c'est pas bien amené parce qu'on dirait qu'elle jouait et quand elle fait effectivement, je t'ai eu, genre tu croyais bien. C'est vraiment ce passage. Elle fait exactement la même réplique dans le 2 en plus. Effectivement. La même chose. Sauf que. Enfin bon. Mais moi, je trouve que le 1, le premier, oui, on ne sait plus. Halloween 2018, je trouve qu'il y a quand même un truc moi que j'ai envie de défendre. Alors c'est très facile de dire ça, etc. Mais moi, c'est le premier Halloween dont j'ai réellement vécu la sortie parce que j'ai 26 ans. Voilà. Bébé. Et non, mais c'est vrai. Moi, j'étais assez content sans pour autant être bon, voilà. Et même après le film, bah voilà, moi j'étais relativement satisfait, on va dire. Mais ça faisait peut-être depuis Halloween 3 que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un Halloween qui avait l'air d'avoir bénéficié d'autant d'attention et d'envie de bien faire. Et je trouve que ça se sent très fort dans le film. Ouais. Et moi, c'est quelque chose, quand je le sens dans le film, j'ai envie de lui pardonner quand même pas mal de trucs, même si fondamentalement, je l'ai revu pour les besoins du podcast, mais c'est pas un film qui m'a marqué ou quoi que ce soit. Mais purement par émotionnellement, je trouve que c'est un film qui m'a quand même pris finalement. Ouais, ben je sais pas. Je peux peut-être. Tu m'interromps quand tu veux, hein, mais moi je pense qu'il y a plein de qualités sur ce film. Déjà, moi je trouve aussi. Tu l'avais dit, il y a une direction artistique incroyable, surtout en termes de maquillage. Je veux dire, il y a des scènes qui là pour le coup, on parlait de Rob Zombie, mais là pour le coup c'est vraiment gore. Des fois tu vois des cadavres avec la mâchoire décrochée, tu vois, avec des dents qui. Ils sont beaux. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est ça, oui, tout à fait. Donc il y a, c'est gore, mais c'est pas aussi brutal que Rob Zombie. Je trouve ça, il gère pas bien. Moi, oui, c'est peut-être pas brutal, mais c'est c'est quand même plus gentil, moi je trouve. Tu sens, en plus, je crois que le budget est pas ouf. Je crois qu'ils sont à 10 millions de dollars. Ils sont à 12 millions, donc c'est même en dessous du Halloween 2. C'est ça. Le premier Rob Zombie avait 3 millions en plus. Ce qui est énorme pour du Jason Blum. C'est ça. C'est énorme. Et en fait, tu sens que le budget est super bien employé à ce niveau-là, en tout cas en termes de. Pardon, parce que tu parles du budget du Rob Zombie. Pendant que je regardais le 2, j'étais voir le 1 et le 2 de Rob Zombie ont le même budget. Alors que le 2 est. On dirait que ça a été fait dans une vieille cave encore plus pourrie qu'ici. Mais voilà, bref, c'était pour dire juste par rapport au budget, c'est quand même un peu impressionnant. Ici, il y a quand même à faire un truc vachement joli. Alors il y a ça, et il y a un deuxième truc aussi, c'est qu'il y a un habillage musical qui fonctionne super bien, et ça c'est bon dans les 3 films. On a dit Carpenter faisait la musique ou pas? Carpenter, on a dit Carpenter fait la musique, et en fait son fils et son neveu ou une histoire comme ça. Il y a quelque chose qui est super important, c'est que parfois, enfin surtout je pense quand on est dans un film d'horreur, ou en tout cas avec le passif de la bande originale de Carpenter, c'est que ça impose énormément de choses en termes de rythmique en fait, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de scènes qui pour moi ont vraiment fonctionné parce qu'il y avait le bon habillage au moment, parce que ça fonctionnait bien. Et alors il y a 3e élément, et après je vais peut-être vous laisser rebondir un petit peu sur ces éléments là, c'est que je trouve qu'on retrouve vraiment quelque chose en termes de gestuelle de The Shape de Michael Myers dans ce personnage. Je sais notamment que sur ce film ils sont allés rechercher Nick Castle, donc l'interprète original, hein. Donc je reprécise quand même, c'est le réalisateur de Donnez la malice. Voilà, je veux le redire et je veux que vous le sachiez bien. Et donc il avait une façon de se mouvoir, il avait une façon d'interpréter qui en fait qui est très particulière, parce qu'on a jamais l'impression que c'est un humain. Il a un côté à la fois rigide et en même temps implacable. Ça renoue vraiment avec le premier Carpenter. Et quand je vois ce film, mais je ressens vraiment le même type de vibe que le premier, tout en me disant, mais en plus on a eu du budget dessus, parce que je le rappelle, le premier film c'est un micro-budget, 400 000, c'est un tout petit budget. Moi c'est vrai que je les ai enchaînés pour revenir ici, les 2 Rob Zombie et puis ceux-là, et on sent très fort la différence quand on passe du Rob Zombie à, on ressent effectivement vraiment qu'il est un retour aux sources par rapport à Carpenter. Alors qu'en fait dans ceux de Rob Zombie j'ai l'impression de voir un métalleux qui à un moment met un masque, mais genre il est balèze, mais il a l'air trop humain, dans sa façon de bouger.
tu vois. Mais ici, ils reprennent même le. Il n'y a pas du tout cette espèce de shape, machin, qui vient je sais plus s'il y avait. Je pense que c'était quand même dans le Halloween 2 de Rick Rosenthal, mais là, ils reprennent même le motif de la respiration de Michael Myers, justement, qui est un truc qui a été assez lâché par la suite, qui pourtant marchait super bien. Intéressant, mais justement, dans les films de David Gordon Green, la respiration qu'on entend, c'est la respiration de Nick Castle, qui a réenregistré sa respiration pour le besoin du film. Oui. Ouais. Maintenant, moi, je pars du principe que personnellement, dans un film d'horreur, c'est pas que je veux toujours du scénario, mais ici, ce qui me dérange un petit peu, c'est que je trouve que la forme est très belle, mais en termes de fond, il y a 2-3 trucs. Alors peut-être que j'ai regardé aussi, j'avoue, j'ai regardé en VF ici parce que je voulais prendre des notes en même temps. Michel. Et il s'appelle pas Michel. Non, Michel. Ça va. Ok, d'accord. Parce que oui, dans le premier film, Michel. Il s'appelle Michel Meyer. Ouais. Et Jackie, non. Ce qui me gêne, c'est à chaque fois, je trouve ça assez facile à chaque fois en termes de personnel. Moi, on n'a pas encore parlé de ce nouveau Loomis là. On n'en a pas parlé, mais le médecin. Donc, il s'appelle pas Loomis. Non, mais c'est parce que c'est Laurie qui dit vous êtes le nouveau Loomis. Le nouveau psychologue de Michael Myers. J'ai oublié son nom, Sartain. Je sais plus. Mais qui est aussi. Mais il a un rôle. Maintenant, il aura un rôle un peu ambigu parce que je sais pas si j'ai pensé ça tout seul ou si c'est dit dans le film. Mais on a quand même l'impression à la fin que c'est un peu lui qui a participé à la libération de Michael Myers. On ne sait pas trop. Parce qu'en fait, il y a cette porte ouverte là quand même. Oui, bien sûr. Quand il tue, c'est ça que ça fait de tuer. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est une scène que je trouve assez maladroite, même si c'est pas inintéressant. Mais c'est le bon mot. Je trouve que ce film est maladroit. Je trouve vraiment que c'est le deux, terme trois du scènes qui sont mal gérées. C'est beau, mais c'est maladroit. Ils s'en rendent compte que ils ont peut-être foiré que ce médecin n'est pas censé devenir un psychopathe. Il meurt tout de suite après. Il meurt direct après. Ouais. Mais il y a vraiment un côté. Quelque part, c'est pas grave. Je trouve que les personnages sont vraiment dépeints avec des gros sabots, quoi. En fait, si tu prends en compte les suites qui viennent après, sachant que la base c'était prévu pour être un one shot et que les 2 suites d'après ont été prévues en même temps et ont été tournées à la suite. Ils auraient dû éviter. C'est un des trucs, notamment le plan de fin du premier. Moi, en le revoyant, en fait, tu vois du coup Michael Myers qui se fait cramer dans la maison de Laurie, dans la cave, et on voit Laurie qui s'échappe en voiture blessée avec sa fille. Et sa petite fille, et sa petite fille qui tient un couteau sanglanté de Michael Myers en main, et le dernier plan c'est sur ce couteau qu'elle tient. Et qu'en fait, ça trouve du sens quand tu sais qu'elle est suite après. Maintenant, à la base, tu dis est-ce qu'il y a quand tu vois la première fois, tu dis pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là, effectivement. Le couteau est là, le couteau. Ça coupe. Ça coupe. Le cheval. Dans tous les films, non. Mais même, c'est vrai. Oui, laisse la porte ouverte. Ils attendent de voir si ça va faire de la thune, quoi. C'est ça, en fait. Et ça a blindé marché. Ça a bien T'as aussi cette scène de l'armoire qu'on te retape 2 fois pour dire voyez, on a mis une scène d'armoire comme dans le premier film. Il y a quand même 2 scènes d'armoire dans ce film ici. C'est aussi un peu l'hommage à l'hommage. Mais ça, c'est le principe un peu du requel. C'est qu'à un moment, il va réinterpréter plein de... Même si c'est une suite, il va réinterpréter plein de scènes, effectivement, du premier. Je suis pas bon public pour ce genre de film. Mais bon, la grosse force du film, pour moi, c'est quand même le personnage de Laurie Strode, de sa fille et de sa petite fille. Le trio là, générationnel est quand même super, moi je trouve. Déjà, c'est original. C'est vraiment intéressant parce que mettre une femme âgée comme ça, comme Final Girl, c'est pas courant. Dans le genre du slasher, c'est quand même pas un truc qu'on voit très souvent. Donc c'est quand même intéressant. Et puis ce personnage de Laurie Strode qui est devenu un peu timbré, etc., c'est quand même assez cohérent avec l'univers. C'est cohérent. Oui, en même temps, qui ne serait pas traumatisé. Bah oui, c'est ça. Et c'est rare en plus que très souvent dans les films d'horreur, ça il faut quand même le souligner, très souvent dans les films d'horreur, même quand il y a des meurtres, ça, ils passent très très vite à autre chose. Souvent. Toi, t'es dans une bande de potes, t'es 5 au départ, et puis tu finis à 4, 3, 2. On passe très vite à autre chose, et à la fin du film, on a un peu oublié ceux qui étaient morts. Ici, elle est vraiment marquée. C'est quand même la première fois que le personnage reste marqué. Et surtout qu'elle évolue en plus dans la vision qu'on a au fil du film, parce qu'à la fin, on comprend que elle n'est pas juste traumatisée et elle ne craint pas la sortie de Michael Myers, mais qu'elle espère la sortie de Michael Myers. Elle s'en réjouit en fait. Tu voulais dire quoi ? Elle est prête. Moi, ce qui me dérange, et c'est dans plus en plus de films, je trouve, c'est le côté où le reste des gens qui sont indirectement touchés, ils n'ont pas l'air de réagir. Il a tué combien de personnes avant que la police se dise « Oh tiens, on a peut-être quelqu'un qui est sorti et qui va faire du mal aux gens. Oh tiens, Michael Myers, on le connaît celui-là ». Et il n'y a pas de réaction, et elle se retrouve toute seule avec le shérif qui veut bien y croire.
moi, c'est là que j'ai un truc qui me dérange. Je pense qu'il y a un truc, là, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que souvent, avec l'espèce de surenchère de body count, en fait, on finit par ne plus trop se poser la question de ouais, mais tous ces cadavres qu'il a laissés derrière lui, il y en a bien un que quelqu'un va retrouver. Pour se dire qu'à un moment, la police va intervenir. Surtout qu'il les cache pas. Exactement. Il les cache pas. J'aime beaucoup quand même le meurtre des 2 podcasteurs, quoi. Oui. Je trouve qu'il est pas mal. Qui sont les premiers du film, d'ailleurs, si j'ai pas de conneries dans les toilettes. Là, où je sais pas quoi. En fait, moi, ce que je préfère, c'est qu'à un moment, un garçon et une fille, un homme et une femme, attention, on risque peut-être d'exciter les psychopathes. Parce qu'en fait, c'est qu'à un moment, on suit. Moi, ce que je préfère vraiment, c'est qu'à un moment, on suit Michael Myers dans une espèce de plan séquence où d'abord il récupère un marteau, il va tuer quelqu'un pour récupérer un couteau, et ensuite on le suit. Et en fait, t'as toute une séquence comme ça, il n'y a pas de cut, et on le voit déambuler dans la ville. Ça, c'est parce que c'est l'endroit de jeux vidéo, quoi. Ça. Ouais, c'est génial. J'adore cette séquence, elle est vraiment super. D'autant plus que là, par exemple, il y a un meurtre. Tu sens que le meurtre est super violent. Il y a des effets spéciaux qui fonctionnent, mais il tue une meuf en hors-champ. Et après, on arrive et on voit qu'en fait, elle est sur sa table, elle est morte, mais on n'a pas vu le meurtre, quoi. Et la séquence fonctionne super bien, je trouve. Vraiment super bien. Bah oui, mais je trouve que le film... on n'est pas d'accord. Non, mais c'est pas grave. Celui-là est pas mal. Tu pourras quand même revenir. C'est franchement un bon slasher et un bon Halloween pour le coup. Je trouve maintenant c'est pas. Bon Halloween. De toute façon, un bon Halloween, il y en a eu combien pour moi, il y en a eu. Non, moi je peux défendre plus aux 4, mais les premiers. Mais... dans les sagas à rallonge de slasher, c'est vraiment pas la plus honteuse. Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout, vraiment. 13 films, il y a. Non, quand tu. C'est tellement inégal. Il y a Hellraiser qui est là pour te dire que ça va finalement. Récemment, j'ai vu le remake de Candyman. On peut en parler longtemps aussi. Hein, ça. Moi, je l'ai pas bien. T'as aimé le remake de Candyman? Oh là là là. C'est pas Jordan Peele qui s'en est occupé? Je crois que j'aime déjà pas Candyman au départ, donc. Donc pour revenir à Halloween, parce que merci Caro. Non, mais on a pas The Craft, on y va. Pour revenir à Halloween, on va peut-être, voilà, donc je crois que là on a déjà assez bien évoqué le sujet. On va peut-être passer sur le 2, parce qu'en fait. Là aussi, je pense qu'il y a moyen de les prendre en bloc parce que la façon, en tout cas, que cette trilogie a d'envisager cette suite, c'est comme dans la toute première suite, de nouveau, comme dans la suite de Rob Zombie, on fait une suite directe, donc on est toujours dans la même nuit d'Halloween et on enchaîne sur le trio de girls qui arrive à l'hôpital pour soigner donc Laurie Strode, qui est quand même à l'article de la mort là, qui est à l'article de la mort et immédiatement et lorsqu'ils partent en fait à l'hôpital, ils croisent des camions de pompiers qui partent éteindre l'incendie. C'est ça. Et évidemment, ils se font choper par Michael Myers et alors là, scène incroyable où il dézingue la scène est belle, la scène est très belle, l'entièreté des pompiers. Il y a 42 pompiers avec des scies circulaires, ils se font là par contre niveau meurtre en pleine face circulaire. Pour un incendie, c'est vrai. Là n'empêche par rapport au premier, il y a rien en hors champ, là on y est quoi. On y est. Ça j'aime bien. Le gap entre 1 et le 2, c'est qu'il est ultra gore le 2 alors que le 1 était certainement très gore. Et je me demande même si le 2 établit pas lui tout seul un plus gros body count dans un seul film que sur toute la saga. C'est possible. Je crois qu'il y a quasiment 30 personnes et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est à partir de ce moment-là justement que tout à coup on découvre les corps. On découvre les corps des films précédents et où là, on commence à le dire à la télé, etc. Et on se rend compte qu'en fait, chaque année à Haddonfield, il y a des survivants du tout premier film, à savoir les enfants qui étaient babysités, qui se retrouvent pour boire un verre et discuter du bon temps. C'est là que ça ne va plus du tout parce que eux, en fait, ils font office de fédérer la ville d'Haddonfield dans une espèce de milice pour aller retrouver Michael Myers. Et en fait, c'est là qu'on arrive au sujet principal du film qui est en fait, est-ce que le vrai mal, c'est pas vraiment le mal métaphysique qui se situe dans Michael Myers, mais est-ce que c'est pas plutôt cette population un peu qui devient un peu folle à cause de la peur, en fait, à cause de la peur que leur inspire le boogeyman, puisque en fait on le répète pas assez. En fait, c'est ça, mais en fait on le répète pas assez. Michael Myers, on le considère comme le boogeyman, le bonhomme de 7 heures. C'est l'espèce de truc qu'on utilise pour effrayer les enfants. Et c'est tout le temps comme ça. D'ailleurs, la réplique de fin du premier film, c'est est-ce que c'était le boogeyman? Et t'as Loomis qui répond in a matter of fact, yes, I believe it was. Quelque chose comme ça.
Et oui, et donc voilà, là, le Michael Myers va recommencer sa tuerie tout en suivant en parallèle cette milice qui cherche à le retrouver et qui va se retrouver d'ailleurs à commettre une exaction et à tuer quelqu'un, en tout cas provoquer la mort de quelqu'un qui n'est pas Michael Myers. Et donc là, qui meurt de façon très esthétique. Hein. Ouais. Ce mec par la fenêtre, j'ai trouvé ça très très beau. Et son corps d'ailleurs, donc on parlait d'effets gore, d'effets hyper spéciaux. beau. Waouh. Ça c'est joli. Mais ça c'est un des aspects réussis du film, un des très rares aspects de réussite du film. C'est ce côté de montrer la folie collective et qui ne mène à rien, quoi. Qui ne mène à rien. Et d'ailleurs, qui ne mène tellement à rien que, en fait, la fin du film, à un moment, comme tu le disais, la fille de Laurie Strode parvient à attirer une nouvelle fois Michael Myers dans un piège. Et là, il y a une foule qui l'attend. Qui le défonce. Mais il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort. Voilà. Et là, on a une tirade de 25 minutes. Pendant laquelle on voit qu'il tue tout le monde avec une belle tirade sur le monde et tout. Et voilà. Et alors un autre événement, un élément important, et d'ailleurs là on va pouvoir aussi en parler par rapport en comparaison avec le 3, parce qu'il y a un personnage qui est déjà présent dans le premier volet, qui est le personnage de shérif, ou alors en tout cas s'il n'est pas shérif, il a un poste de pouvoir au sein du comté, au niveau de la police en tout cas, qui est interprété par Will Patton, donc des petits seconds rôles dans plein de films hollywoodiens. Et ce gars-là, en fait, on découvre que une des toutes premières nuits où il était policier, en fait, il a vécu le drame de 78 et en essayant d'arrêter Michael Myers, il tue un de ses collègues, en fait. En fait, ils éclairent effectivement un passage complètement allusif dans la série originale, effectivement. C'est la fin du 1, en fait, tout simplement. C'est ça. Avant l'arrestation de Michael Myers. Qui d'ailleurs diffère un peu du film de Carpenter, parce qu'en fait on montre qu'il est arrêté là dans ce premier film, alors qu'en fait dans le film de Carpenter son corps disparaît, on comprend que c'est le boogeyman et pas qu'il se fait arrêter par des policiers. La fin du film Carpenter raconte quelque chose en termes de mise en scène qui est plus du tout là. Là on essaie de raccrocher narrativement un truc, on n'est pas dans le même truc, mais oui. C'est ça. Et donc lui en fait il se souvient de cet élément-là, il a un sentiment de culpabilité et donc il dit c'est moi qui dois tuer Michael Myers. Parce qu'aussi il aurait pu le tuer. Il a empêché Loomis de le tuer. En fait, ça permet d'expliquer notamment son comportement du 1. Mais t'as l'impression que dans le 2, il y a quelque chose qui va être construit par rapport à ça pour le faire continuer dans cette dynamique-là. Et ce personnage ne fait rien du tout. Tout comme Laurie Strode, elle est à l'hôpital, elle fait rien du tout. Non. Elle sert plus. Mais il n'y a rien qui va dans ce film. Il n'y a rien qui va au niveau de la logique interne. Mais en dehors de ça, en dehors de ça, donc cette suite s'appelle Halloween Kills. Et en dehors de ça, je veux dire qu'Halloween Kills, je l'adore, ne serait-ce que pour la scène avec les pompiers. Oui, ça c'est incroyable. La scène des pompiers. Je déteste les pompiers en fait, il y a un truc qui est déjà pour le coup vraiment présent dans le 1 et qui se concrétise complètement dans ce film-là, c'est en fait Michael Myers, c'est une espèce de Terminator en fait. Il a un côté implacable. Il marche, il te défonce. Tu peux lui tirer dessus, tu peux tenter de lui donner des coups de batte. C'est ce qui arrive d'ailleurs à la fin du 2. Il se relève, il te tue. C'est impossible. Mais sauf que ça, c'est le propos, mais dans les faits, c'est pas ce qu'il montre. Et moi, je trouve que c'est le gros problème du film parce qu'il y a tous les meurtres quasi sont mis en scène par Michael Myers. Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher cette idée à la con? Oui, c'est ça. En plus, ils arrêtent pas de dire c'est un tueur implacable, une bête qui avance sans réfléchir et qui tue. Et tous les meurtres, après, il reprend les cadavres, il met des masques dessus, il les accroche au plafond. Mais il fait pas ça, Michael Myers. En fait, il ça n'a aucun s'éclate. sens de faire ça. Et en fait, c'est comme s'il s'éclatait. Parce qu'à partir du moment où Laurie n'est plus sa sœur, c'est quoi son but? C'est pas de retrouver quelqu'un, c'est du plaisir en fait. C'est juste un tueur sanguinaire. Non, parce que ça, c'est la grande révélation aussi. Genre, oh mon Dieu, on l'avait pas vu venir. Il essaye de retourner dans la maison de son enfance. Parce que, effectivement, tout le film, on dit il essaye de retrouver Laurie Strode. Mais en fait, il s'en fout de Laurie Strode, il veut juste retourner dans sa maison. C'est ça un peu la grande révélation du film. Mais ça c'est un jeu de connivence avec le spectateur. Oui, c'est ça. Parce qu'on se dit, on va s'attendre à ce qu'il cherche à retrouver Laurie Strode parce que c'est ce qu'il fait dans tous les autres films, en fait. Sauf que là, il le fait pas. Et effectivement, ça, c'est vraiment joué. C'est ce qu'il fait dans tous les autres films. Laurie est super. Est-ce qu'elle le croise seulement dans le 2? Je pense pas. Non. Elle passe tout son temps à l'hôpital dans le 2. Ouais, tout le temps à l'hôpital. Non. Ouais, elle sort pas de l'hôpital. Mais oui, en fait, il joue en fait. Il joue avec les cadavres, il joue avec le spectateur, il joue avec les cadavres et ça ne correspond pas du tout à la fiche technique du personnage, quoi. Ça va pas du tout. Et même à ce que les gens disent dans le film, parce qu'ils arrêtent pas de dire c'est un tueur implacable, c'est une bête, il réfléchit pas, il avance et s'il y a quelqu'un devant lui, il tue et il continue.
Et le fait qu'ils mettent en scène tout le temps les cadavres, ça ne fonctionne pas. Non. Moi, je pensais qu'il allait y avoir une révélation par rapport à ça. Genre, c'est même pas lui le tueur ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que tellement ça me paraissait illogique, même dans la logique interne du film, quoi. Et quand il installe les trois là, dans le terrain de jeu, il leur tape les masques de Halloween 3. Qu'on voit aussi d'ailleurs dans le premier déjà. Dans le premier, on les voit déjà. C'est marrant pour le spectateur, mais en fait, ça vient niquer la logique interne du film. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Et ce qui vient surtout aussi niquer la logique interne, c'est cette communauté de traumatisés, parce que dans le précédent, on expliquait justement qu'il n'y avait que Laurie Strode qui était traumatisée, elle était considérée comme la dingue du village, parce qu'elle disait il va revenir. Et là, on se rend compte en fait tout le village, tout le monde tous les trauma, ans, en fait. célèbrent ça, ils disent il va revenir. Et comme la police n'a jamais rien fait, alors ça fait 40 ans qu'il est enfermé, la police n'a jamais rien fait. Tu vois, c'est ridicule. J'ai écrit en grand 3 fois ridicule dans mes notes. En fait, je suis parfaitement d'accord et conscient par rapport à tous les défauts que vous dites. Et vraiment, je suis d'accord, mais je sais pas vous dire juste autre chose que j'ai bien aimé. Non, mais vraiment. Alors par contre, il y a un truc. Il y a du rythme. Mais en fait, moi, j'aime vraiment bien ce fait de traiter. Alors, on est d'accord par rapport au premier ou même au Carpenter, ça n'a pas de sens. J'ai essayé de le traiter comme une espèce de générateur de violence et qu'en fait, et alors, il y a un truc qui est plein de gens ont dit que le film faisait allusion à ça. Alors, vu la date de sortie, c'est juste quelques mois après, c'était seulement, on est 9 mois après les émeutes au Pentagone, qu'est-ce que je raconte moi ? Au Capitole, oui. Au Capitole. Avec ce mec avec sa belle coiffe de bison, tout le monde se rappelle. Fait. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont fait le rapprochement avec ça. Alors, c'est complètement involontaire, on est clair et net par rapport aux dates, mais je sais pas, juste, je trouvais ça intéressant, la manière, ce que le film essayait d'amener. Je suis d'accord, c'est complètement raté sur plein de points. Mais en fait, c'est ça. Parce que le film est intéressant. Le propos ne fonctionne pas avec la logique Halloween, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est le côté ces Américains qui font justice eux-mêmes et tout ça. Tu vois, nos voisins veillent, là, toujours se méfier des gens qui mettent les autocollants de mes voisins. Je veille, je sais pas quoi, c'est toujours une graine de fascisme. Et c'est un peu ça que ça met en scène. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça montre que c'est une impasse complète. Ça mène le seul mort dans tout ça, c'est le pauvre gars qui a rien fait et qui se suicide finalement pour échapper à la foule en délire, parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer Michael Myers à la fin. Et c'est là, moi je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il se relève quand même. Donc cette vengeance là, en dehors de tout cadre légal, etc., qu'on se fait justice soi-même, ça marche pas. C'est aussi ça que le film dit, et ça c'est intéressant, même si c'est très très mal amené. Mais j'allais dire, est-ce que il joue mal, mais est-ce qu'ils jouent mal ou est-ce qu'ils font exprès les teubés? Parce que vraiment cette foule dans l'hôpital quand il monte l'escalier et tout ça, c'est... Et le gamin l'adulte qui joue le gamin, il est insupportable. Ce mec est insupportable. Il ressemble à Joe Shome de Queens of the Stone Age d'ailleurs. Voilà. Mais c'est pas justement là, du coup, c'est pas le point où vous voulez en venir, le fait qu'en masse on devient con. Si, c'est un des messages du film. C'est un des messages du film. Et c'est un aspect réussi, effectivement, du film. Oui, c'est le message du film. Encore une fois, tellement subtil. Mais non, justement, c'est ironique. Mais j'ai vu un mec qui j'ai vu un gars qui a comparé le film. Pardon, je t'ai coupé. Mais c'est comme essayer de mettre quelque chose en plus dans le slasher. C'est pas forcément toujours utile au niveau de l'histoire. Non, c'est ça. C'est intéressant, mais c'est mal amené. Voilà, maintenant ça reste intéressant, c'est chouette, ça. Parce que je suis pas d'accord avec du renouveau, mais. Au moins, il essaye quelque chose, quoi. Oui, tout à fait. Mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis quand tu dis mais c'est un slasher. Alors, ok, on n'en demande pas tant aux slashers, mais en même temps, je trouve qu'il y a des slashers bien plus simples qui fonctionnent bien mieux. Ici, tu as l'impression qu'ils essayent de t'amener un bazar un peu plus intelligent dans le slasher, mais c'est fait avec les pieds. Il essaye d'amener un propos, quoi. Mais c'est fait avec les pieds, franchement. C'est pas très heureux, effectivement. C'est pas fait avec beaucoup de subtilité. Mais... Ça ramène peut-être du nouveau public. Oui, mais ça fonctionne sur les jeunes, regarde Vlad. Mais oh là là, ça c'est vraiment dégueulasse. Non, mais c'est lié à cette mode du cinéma d'horreur contemporain, très politique, très, très orienté, etc. Effectivement, du on voit là-dedans, quoi. Pardon, du elevated genre. C'est ça. Je crois qu'il y a cette volonté-là. Mais là derrière aussi, quoi. Il y a un gars, je l'ai vu comparer, je trouve qu'il a pas spécialement tort finalement, la facette nouvelle trilogie Halloween à la dernière trilogie Star Wars. Et je vais juste dire une chose, Vincent, regarde-moi dans les yeux. J'ai préféré Halloween Kills à Star Wars 8. Voilà. D'accord, ça va. Ça va, on est d'accord. Ouais, si tu veux, cool. Je m'en fous, moi. Mais est-ce qu'on peut... J'ai cru que ça allait... Sinon, là, on peut commencer carrément à parler des derniers Scream aussi qui nous ont sortis. Mon Dieu. Bon, moi, j'ai l'impression que vous avez fait le tour de Halloween Kills. Dans Halloween Kills, il y a un truc aussi, parce qu'on parle du fait parce que Nico disait, oui, mais il met en scène les cadavres et tout ça. Il y a un côté où moi, je vois aussi qu'il est joueur. Le masque est souriant dans ce film. Le masque de Michael Myers, il a pas la même...
je trouve qu'il J'ai a jamais un fait attention. tout petit peu. J'ai Il pas- a- ouais. Ton je écran trouve est qu'il à a- l'envers, peut-être. Ouais, c'est- Peut-être à cause des brûlures aussi. Mais... Si, il Parce qu'il a est par dégueulasse son moment. masque dans celui-là, Oui. justement. Il a est à par moitié moment un brûlé, genre de minuscule rictus comme ça, on Ah ouais dirait qu'il s'éclate en fait. Je trouve que dans celui-là, Ouais. il a l'air de s'éclater. Vraiment, je trouve qu'il y a un truc dans le visage. Ah oui, si, un autre aspect quand même que je voulais aborder, qui pour moi est vraiment raté aussi, c'est la manière dont il s'épanche sur des personnages qui servent à rien pendant parfois des dizaines de minutes. Alors des personnages qui se font finalement buter et qui n'apportent rien à l'intrigue. C'est le cas. Le plus flagrant, c'est le duo Big John, Little John. La Oui. 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 Ça dure 20 minutes de caractérisation. On les voit manger, Ouais. on les voit regarder la télé, puis ils écoutent de la Mais musique. non, c'était pour faire, puis ils non, font c'était peur pour aux faire la blague enfants. Big Ouais, John. et qu'on tue Big John dans la voilà. maison de Michael Myers. Voilà, c'est ça. C'est ça, quoi. c'est ça. Et après, ils sont butés. On n'en parle plus une seule Ouais. seconde. Oui, oui. Et on se dit, Là, mais c'est pourquoi peut-être tout ça, un truc, quoi c'est peut-être un truc qu'on peut mettre en avant, mais il passe son temps quand même à faire des références au cinéma de Carpenter, aux films Ouais. originaux, Oui. etc., Ouais. pour bien montrer. Ouais, oui. c'est toujours des gros. Oui, Et c'est il y a ça. toujours Ouais, des mais c'est bons ça. clins d'œil. C'est ça, ouais. le gros clin d'œil que tu Ouais. vois à 10 km. Il y a une scène qui est hyper mal faite quand avec la voiture là. Quand d'un coup la voiture dit Michael, et que c'est pas Michael, machin, et que la voiture démarre. Ah oui, oui, Ouais. oui. Ah oui. C'est déjà le gars de l'asile. Oui, quoi. c'est le mec de l'asile. ouais. Alors en fait, c'est hyper obvious. Tu vois le cascadeur en fait. Tu Ouais. vois que c'est même pas. Tu vois, il Tu n'a pas le- de masque, il a pas. Ah de- non, mais c'est vraiment fait encore une fois avec Mais il les a pas de pieds. masque, c'est normal, c'est pas lui. C'est Non, mais normal. c'est même Bah pas ouais. l'acteur. C'est même pas le Ah, bon c'est acteur. ça, oui, ça, En oui, fait, oui. tu le vois, mais c'est même pas que c'est à tes souhaits. C'est même pas que c'est bien fait ou quoi. Tu vois, c'est un jeune gars pas avec la des bonne cheveux courts, personne, t'es quoi, là. ouais. Non, mais les gars, ça C'est marche ça. pas du tout en fait. Il y a un truc qui fonctionne pas. Et la mère, à la fin, la fille de Laurie, elle meurt un peu à la Tippi Hedren aussi. Enfin, qui ne meurt pas, mais elle a ce côté un peu un petit Ouais, hommage. en fait, Mais moi, ça, j'aime bien cette fin-là. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Ouais, parce qu'on est dans autre chose. Ouais. On n'est plus dans le film. Il y a quelque chose, je sais plus, une esthétique de clip ou je sais pas trop. C'est parce que tu as cette voix off en fond. C'est ça. Mais Voilà. il y a ce message, il y a aussi cette idée, c'est vraiment ce message de Michael Myers est réellement inarrêtable. Voilà. Et Invincible. ça constate aussi à ce moment-là Ouais. l'échec de Laurie Strode. Là, hein. Voilà. Et il y a Parce que ça. sa fille se fait tuer, et alors il y qu'elle a passé sa vie à essayer d'empêcher ça. l'établissement, comme si ça n'avait pas été fait par le premier film, mais soit l'établissement de Michael Myers comme étant non, c'est pas un humain, c'est le boogeyman. Oui, c'est ça. Et là, parce Assumé que- à fond, parce Assumé à qu'il fond. apparaît littéralement, il fait. Oui. Non, Ouais, c'est ça. Et surtout, elle a un discours à ce moment-là, Laurie Strode, qui dit en fait, le vrai danger pour cette ville, c'est pas Michael Myers, c'est ce qu'il représente, c'est la peur qu'il instille Ouais. en nous. Tu vois. Et il dit si on arrête d'avoir peur de lui, C'est alors ça. voilà. Ce qu'on verra très fort dans le N d'ailleurs, c'est Oh, vraiment. ouais. Je Voilà, c'est soupire ça. encore. Mais si c'est fort. une dernière chose moi que je dirais peut-être par rapport à Killy, ce qui fait que je l'aime bien, c'est qu'il m'a rappelé en fait ce que j'aime bien dans Halloween 4, qui justement qui traitait déjà d'un truc que pour le coup je crois que je préfère quand même le traitement d'Halloween 4 même Oui, s'il pitié. vaut ce qu'il vaut, mais ce côté justement le 4 le traite vraiment comme un fantôme pour le coup, vraiment qui garde une influence sur la ville, qui est un peu ce qu'on retrouve ici, bon, de manière beaucoup plus politisée et explicite, mais j'étais content. Voilà. Putain, la Tu aimes fin, le N, d'accord, alors, waouh. parce que, Merci. Waouh. On voit que t'as la crève. Hein. c'est ça. Merci de le rappeler. Ça excusera tout ce que j'ai dit. Mais oui. J'ai une petite anecdote sur cette vision de Halloween Kills. Je l'ai regardée sur Prime et je l'ai louée sur Prime. On est sponsorisé. Non, Ah, non. Je l'ai louée sur Prime, 3,99€ pour le regarder. Mais tu as 48 heures pour regarder le film quand tu l'as commencé. Ah oui. J'ai commencé à le regarder, je soupirais tellement que j'ai arrêté. Le soir suivant, je ne l'ai pas regardé parce que ça m'emmerdait. Donc je l'ai regardé 2 soirs après. Et à un moment donné, tellement je m'énervais, tellement je trouvais ça naze, à un moment donné, j'ai vraiment fait « Oh, c'est naze !» Et j'ai tapé la manette de ma PlayStation par terre. Donc ça c'est sorti du film. Et vu que ça faisait plus de 48 heures, j'ai dû repayer 3,99€ Pour la fin. pour regarder les 10 putains de dernières minutes du film. Ah, Moi, je pense que s'il y a un mec de Prime Video qui écoute là, il faut qu'il sponsorise parce que vraiment. Mais j'ai vraiment fait Hauteur de c'est 7 nul €, en, tu en vois, mais- tapant comme ça dans la manette. Et à cause de ça, j'ai dû repayer pour juste voir la fin du film. Voilà, comme quoi mes élans de... C'est la fin la plus chère de d'éner- l'histoire. la fin la plus chère de l'histoire du cinéma, j'ai payé quasi un ticket de Kinépolis, quoi. Donc, Ah, une nouvelle. On va demander les sponsors. et hein. décidément, Ah, ouais. les gros mots, les sponsors, on est foutus. Donc, Pourtant, si les Vincent... Grignoux passaient ce genre de film, on n'irait pas au Kinépolis. Ah. Mais Voilà, ça, Attends, c'est attends, ça, parce attends. qu'Halloween Ends est passé au Grignou. est passé Halloween au- Ends Ah. est passé au Grignou. C'est le seul Halloween que j'ai vu en salle. d'ailleurs, mais Oui, effectivement. Quelle chance. Donc on te fait encore une fois un passage de flambeau assez facile sur Pour Halloween Ends. Halloween Mais c'est moi Ends. qui dois le résumer aussi, celui-là
Personne ne veut le résumer. Je veux bien essayer, mais tu veux essayer? Ça se passe pas. C'est pas une suite directe. Non. Pas du tout. Ce qui d'ailleurs est une espèce de truc un peu bizarre quand tu vois que les deux premiers laissent entendre qu'on va faire une nuit sur 3 films, mais on se situe, alors si je dis pas de conneries, c'est 1 an après. Non, c'est 4 ans après. C'est 4 ans après. 4 ans après. D'ailleurs, ça n'a aucun putain de sens. Durant une nuit d'Halloween. Pourquoi 4 ans? Pourquoi? Parce que durant justement un soir d'Halloween, donc à Haddonfield, on retrouve un jeune adolescent qui s'appelle Corey. Et Corey fait du babysitting, comme traditionnellement dans les films Halloween, et se retrouve à garder un gosse dans une famille plutôt aisée. Et suite à une espèce un petit con. Alors il lui montre tranquillement The Thing de Carpenter qui crée du coup l'affiliation avec le premier. Faudra parler de ça. Mais suite à un quiproquo, le gamin va tomber du dernier étage et toi en tant que spectateur tu sais que le Corey n'a pas tué l'enfant, mais que c'est un accident. Voilà, c'est un accident. Mais voilà, et du coup on retrouve ce gars un an après, du coup je sais pas. C'est bien après, en tout cas, parce qu'il a été jugé. C'est 3 ans après. Donc encore 3 ans. En fait, non. Cet Halloween-là, c'est l'année après les événements. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je veux dire, un an après. C'est ça, pardon. Et donc, effectivement, ce qui se passe avec Laurie Strode, là, on est 4 ans après les événements. Bref, on va du coup retrouver cet ado qui vit dans une ville qui se fait tout petit parce que voilà, c'est forcément, ça parle sur lui. Il est ostracisé. Il se fait pas mal harceler, ce qui va lui permettre de rencontrer Laurie Strode. Et il bosse dans une casse. Oui, c'est vrai que oui. Et comme il bosse dans une casse, il a un bleu de travail. Oui. Et comme ça va être un méchant, il a la gueule de William Dafoe aussi. Il va commencer à avoir une espèce de début de relation avec la petite fille de Laurie Strode qui est toujours vivante, du coup, après les événements du 2. Et suite à un enchaînement de quiproquos pas possible, si vous voulez me couper, vous le faites. Hein. Non, vas-y. Il va se retrouver. On sait que t'as aimé ce film. Éjecté. Il va se faire pousser d'un pont par ses harceleurs, je veux dire ça comme ça, en pleine nuit, et se retrouver en quelque sorte repêché par Michael Myers qui vit en fait dans les égouts. Il y a une alarme qui se déclenche. Oui, c'est normal. Ok, c'est normal. Faut pas... Écoute, on continue, c'est pas grave. Et donc, il va se faire repêcher par Michael Myers qui vit dans les égouts en dessous de la ville, en tout cas. Qui est devenu Pennywise entre temps. Ouais, c'est ça, mais un Pennywise Pennywise du pauvre, il reste meilleur que ceux des films de Mochi. Bon, non, c'est pas ça le débat. Mais, fais pas comme moi, commence pas à parler d'autres trucs, tu vas te faire taper sur le dos par Suite à cette rencontre, c'est comme si Michael Myers avait vu dans cet ado une espèce de successeur, je sais pas. Et très rapidement, il va commencer il va sortir des égouts, etc. Il va tuer un clochard qui l'agressait à moitié, même pas vraiment. J'ai jamais autant soupiré avec ce Et il va commencer à péter les plombs et à vouloir tuer tous ceux qui lui ont fait du mal. Peut-être que je continue. Vas-y. Jusqu'à la fin. Oui, vas-y, parce qu'en fait... merde. Il s'est endormi. Bref, il va continuer. Il va tomber amoureux surtout d'Alison. Tout à fait. Mais donc, Laurie qui va commencer à voir en lui justement une espèce de mal incarné. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Laurie est apaisée avec son passé justement. Oui, c'est vrai. Elle fête Halloween. Elle a une maison normale avec plein de portes au rez-de-chaussée, parce que dans les slashers où il y a des tueurs, il y a toujours des maisons avec plein de portes au rez-de-chaussée. Les États-Unis ont toujours ça. Il y a des grandes baies vitrines qui se balancer le petit ami mort de la fille enfermée à l'intérieur pour péter la vitre et rentrer. Donc elle est là-dedans, elle est apaisée, elle a des beaux cheveux bien propres. Et elle a tourné un peu la page, avec cette idée qui était déjà développée dans la 2 que si elle-même tourne la page, on va tourner la page aussi de la violence de Michael Myers, parce que c'est elle qui la nourrissait aussi à travers sa haine. Et la peur aussi, il y a ici un discours sur la peur, et tant qu'ils ont peur, en fait, il reviendra. Et s'ils ont plus peur, c'est bon, ils battent le boogeyman. Peut-être bien mieux parti que moi, donc si tu veux franchement continuer, vas-y, mais non, t'as plus. Mais en fait, disons que la particularité de ce film, c'est peut-être que pour la première fois, en fait, on te montre deux boogeyman. Il y en a deux, en fait. Il y a cette espèce d'héritier que Michael Myers choisit à dessein ou pas, je ne sais pas, d'épargner, et c'est peut-être la seule fois, parce qu'en fait, ce que le personnage de Sans-Abri lui dit à ce personnage de Corey, quand il ressort des égouts, c'est « t'es le premier à ressortir » en fait. Et c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe entre eux, t'as l'impression que Michael reconnaît quelque chose en lui, il se dit « Ah mais toi, t'as la même graine que moi, en fait, donc je peux te laisser partir ». Et d'ailleurs, ça donnera lieu, en milieu de film, à la première scène de meurtre dans Halloween, où ils sont deux. Ils sont deux tueurs, quoi. Voilà. C'est un film assez couillu, moi je trouve. Il est très inattendu.
Non, enfin moi quand j'ai vu la première fois, je me dis mais où est-ce qu'ils veulent en venir avec tout ça? D'abord je me suis dit tout de suite, ils font chier avec ce mec, avec ce Cory là. Ils vont encore nous en parler pendant 20 minutes, puis il va se faire fumer et on n'en parlera plus jamais. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est très. Alors moi je trouve que c'est un film très déstabilisant et quand même super intéressant. C'était un peu ce qu'il disait tout à l'heure en fait, mais je pense que la première fois que tu vois, Cory, il est un babysitter normal, on va dire. Il est là, c'est un jeune étudiant. Tu le crois, ça, il y a pas de souci. Dès que tu le revois dans la caisse, il y a quelque chose dans son jeu. Il fait, tu comprends. C'est comme Willem Dafoe en fait. Tu comprends toi, tu vas être méchant. Toi, tu vas être méchant. Ça se voit. Il met beaucoup trop franchement, il met tous les potards à 11 là sur. Il est pas très subtil. Oui, t'es un gars un peu torturé et tout. Je lui dis, mais attends, mec, tu me le montres en bleu de travail. Avec sa tête de psychopathe. Avec sa tête de psychopathe, je dis, ça va, j'ai compris. Mais moi, il y a vraiment un problème que j'ai. En fait, je trouve que justement, Christophe, qui n'est pas ici avec nous, mais qui quand on est sorti de la séance au Grignou, lui avait déjà vu. Et il m'avait dit oui, bon, bah au moins il y a des choses à en dire. Et oui, c'est un peu ce que j'en retiens. Alors mais en fait, il y a peut-être, je sais pas toi par contre. T'as aimé Stéphanie ce que tu penses du Ends voilà. Oui, il y a une transmission, c'est sympa, ça change. Mais une transmission qui du coup n'est pas filière, qui est plus du ressenti, comme s'ils se voyaient, comme s'ils se retrouvaient quelque part. Donc, oui. Et alors, en fait, c'est vrai qu'il y a un aspect dans ce film qui est tout un discours sur le mal, la nature du mal. Et en fait, là, je trouve qu'on est... Et ça, c'est pour moi le plus gros problème de Halloween Ends, c'est que c'est juste une exégèse du cinéma de Carpenter, en fait. C'est en fait quand Laurie Strode à un moment elle se pointe, elle dit tu sais il y a deux sortes de mal, j'ai envie de dire mais c'est pas possible. Tu dis ça pour ceux qui comprennent pas ce qu'est le cinéma de John Carpenter en fait, c'est ça, tu vois. Et en fait je trouve que ça c'est tout les aspects qui ne fonctionnent pas dans ce film là pour moi, ils sont synthétisés par cette scène là. Mais il y a plein de super idées, mais l'entraitement il y a un truc vraiment. En fait c'est une trilogie pour ados. En fait c'est ça, c'est une trilogie pour ados quoi. C'est une trilogie pour les gens qui débutent dans l'horreur quoi. En fait c'est pas forcément ça, mais c'est si tu comprends un peu de ce qui sort du cinéma de Carpenter. En fait, ces moments-là, ils vont sembler très artificiels. En fait, moi, ça m'a semblé très artificiel ces moments-là. Et ça me sortait un peu du film. Original. Ça me sortait un peu du film, tu vois. Parce qu'en plus, et c'est très aussi, il y a un discours, mais qui est calqué sur aussi, parce que je disais Pennywise, mais c'est ça, sur le ça de Stephen King, ou sur même la vision du mal aussi de Stephen King, qui est effectivement dans plusieurs de ses livres, parce que c'est pas que dans ça, dans Le Fléau aussi, il y a ça, cette idée-là aussi, c'est qu'il y a une sorte de mal comme ça qui ronge la ville et qui rend les gens méchants, quoi. Et ici, dans ça, il est incarné par cet extraterrestre, la Pennywise, et ici, il est incarné par Michael Myers, qui vit dans les égouts comme par hasard, exactement, comme ça dans Stephen King. C'est difficile de pas et qui diffuse un peu son aura maléfique sur la ville, et qui rend, parce qu'ils le disent à un moment, qu'il y a trop de meurtres dans cette ville, il y a une sorte de violence qui s'est installée, et on comprend que c'est à cause de l'influence de Michael Myers. Et je pense que ce que le film veut dire, c'est pour ça qu'il est un peu moins maladroit, c'est quand Cory arrive dans les égouts, c'est pas dû au hasard. Il est en fait il est attiré par c'est presque l'aura de mal de Michael Myers qui l'attire jusqu'à lui, parce qu'il a ressenti en lui une sorte de fils spirituel, parce que c'est aussi un des films où on voit Michael Myers qui est à l'article de la mort, quoi. C'est vraiment. Je veux dire, ça, on le voit pas souvent. C'est toujours une bête. Mais là, quand on le voit, il sait à peine tenir debout. C'est vraiment, il est à moitié mort, quoi. Il commence à avoir un peu de cicatrices. Je crois que c'est vraiment, pour le coup, alors que c'est pas super original effectivement, mais je crois que c'est vraiment une des idées que j'apprécie vraiment du film, c'est se dire, on tente un film où vraiment Michael Myers, je crois qu'il a peut-être, s'il a 5 minutes de temps d'écran, c'est beaucoup, vraiment. Peut-être que j'exagère, mais on n'est pas loin. Et vraiment, le fait de l'avoir juste pourrissant dans les égouts comme ça, mais qu'en fait, il pourrit les racines de la ville, ça marche vraiment bien comme idée, mais tout ce truc avec ce personnage de Corée là, que finalement c'est juste en fait je vois pas qu'est-ce qui le fait devenir vraiment cette espèce de je le vois lui pour le coup je le définirais pas comme un boogeyman mais comme un tueur simplement. Mais là on raccroche aussi au discours qu'on avait déjà aussi dans les premiers, c'est-à-dire que c'est aussi la méchanceté des hommes et la violence des hommes qui crée le mal, parce que lui c'est un gentil qui devient méchant, un peu comme Rob Zombie. Mais c'est ça, je veux dire, c'est parce que il y a aussi ce discours là, on dit à un moment on voit la mère du gamin et elle lui dit la justice a dit que t'étais pas coupable, mais moi j'estime que c'est toi qui as tué mon fils, etc. Et donc on les assigne toujours à un rôle de meurtrier. Laurie aussi, parce qu'on l'identifie complètement à Michael Myers. On dit c'est toi qui as tué mon fils, c'est toi qui as tué, comme si c'était elle la responsable. Blâmer la victime. C'est ça, il y a une identification complète, quoi. Et donc c'est la violence aussi de la société, et ça rejoint le 2. Et le seul élément constitutif du personnage qui diffère entre les deux, c'est le fait que Cory, lui, il est pas fantastique. Il est, tu lui tires 2 fois dessus, tu l'égorges, il meurt.
Voilà. Il finit d'ailleurs comme une merde. Il finit comme une merde. Il se fait d'ailleurs, en fait, je crois qu'il y a vraiment un discours, à mon avis, sur le film du genre, il n'est pas à la hauteur, Michael Myers s'en rend compte, et c'est d'ailleurs lui qui l'achève. C'est ça, en disant, il l'achève. Nul en fait. Je m'en tu te demandes tout ça pour ça, du coup, finalement, alors pourquoi est-ce que tu crées dans le film toute cette filiation? C'est pour rattacher au duo Laurie Strode, Michael Myers, qui sont eux, les deux vrais badass de toute la série, c'est eux. Et c'est ça que la fin du film dit. En fait, lui, c'était du menu fretin, quoi. Parce que là, par contre, ça marche bien par rapport. Tu vois, le retournement de situation avec la fille dans le 1, moi, je trouve qu'il est foireux. Là où Laurie Strode, on se dit, elle va se tuer, machin, et puis elle dit, tu crois vraiment que je vais me tuer? Là, ça marche super bien. Là, moi, j'étais vraiment surpris. Je suis d'accord. Oui, évidemment. Et puis elle le défonce, et c'est assez fun. Mais alors, justement, on arrive à cette scène de fin où la ville, America, ils sont là comme ça en mode le mal va mourir ce soir, je ne sais pas quoi. Il y a une procession, quoi. Il y a une procession. Franchement, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Oui, La Belle et la Bête. Oui. Quand ils vont assiéger le château. Oui, quand ils vont assiéger le château avec les fourches là, tu vois. Tuons la bête, c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'ai trouvé ça encore une fois. Que ça manquait de subtilité. J'ai l'impression que c'est ma phrase. Il y a une espèce de... Pardon, vas-y. Il y a un côté un peu... d'ailleurs, pour moi, c'est annoncé dès le... Alors, je pense que c'est pas juste une référence, c'est que le générique d'intro, c'est la même police d'écriture qu'Halloween 3. Ouais. Et donc, il y a un côté un peu... Est-ce que tu veux déjà mettre en avant que ça va être différent? Tu vas pas avoir ce que tu viens chercher, alors peut-être, mais il y a un moment, c'est plein de bonnes idées, mais ça va trop loin. Attention, c'est vrai qu'il y a une fin. Pardon. Il y a peut-être quelque chose à dire, mais c'est que par rapport à ce que tu dis, c'est une différence aussi qu'il y a dans ce film-là, c'est que le début du film, il est très long. On voit pas de mort, on voit pas. Si, il y a la scène d'introduction. Je crois que tu vois pas Michael Myers avant une heure. Voilà, c'est ça. On montre un accident. En fait, ce qu'on te montre au début, c'est une romance, alors que dans Halloween Kills, mais il dégaine un tour de bras dès les 10 premières minutes. C'est ça, et c'est ça aussi, c'est ce que tu dis est super juste. Mais tu parles de... Pardon, vas-y. C'est le côté aussi, moi je trouve réussi du 3, c'est la manière dont il va déjouer le personnage de Laurie Strode qui se disait justement, si je suis apaisé, ça va calmer le jeu. Et on se rend compte, et c'est la vision un peu noire du film, effectivement, que ça n'a pas suffi, quoi. Il a pas su. Et c'est ce qui est très beau aussi, moi je trouve, dans le personnage de Laurie Strode qui est vraiment chouette. C'est cette progression-là. J'ai enfin réussi un peu à faire table rase de mon passé, à dédiaboliser cet événement, et puis il me revient comme un coup de boomerang. Quoi. Elle n'a pas encore assez regardé Scream et Sidney Prescott qui n'est jamais tranquille. C'est ça. Tu parles de Halloween 3. Il y a une fin qui a été écrite pour ce film et qui n'a jamais été filmée. C'est qu'au départ, ça devait se terminer dans l'usine de fabrication des masques de Halloween 3. Halloween Ends devait se terminer dans l'usine, c'est ça. Okay. Ça devait se terminer dans le 3. Il devait y avoir un plan dans l'usine où, en plus des masques de sorcières, de squelettes et de citrouilles, on trouvait aussi des masques de Michael Myers. Okay. Ça n'a jamais été filmé, mais à mon avis, ils y ont pensé. Bah, peut-être. En faisant ce... C'est marrant qu'ils aient quand même fait autant référence dans les 3, ils font référence à Halloween 3 justement. C'est toujours très très bien. Les petits clins. Ils sont un tout petit peu plus subtils, peut-être que l'armoire. Je ne sais pas. Et puis il y a cette fin, quoi. Au-delà où on décide qu'on va le mettre dans une espèce de broyeuse, on met le corps et c'est Laurie qui mène toute cette concession. Et tu le vois se faire broyer. Donc là, comme une manière de dire, cette fois c'est vraiment, voilà, même s'il est mort, qu'il est achevé, voilà, c'est fini. Il pourrait, comme dans certains Halloween où Freddy ou l'autre, se faire ressusciter par un éclair, un truc dont on ne sait jamais. Hein, tu vois. Ouais, c'est ça. Son âme s'échappe, tu vois, ils sont capables. Jésus 2 le retour. Dans une poupée, il renoue avec Chucky. Ça fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu. Tu vois, on ne sait jamais. C'est ça. On ne sait jamais. C'est très cohérent, oui. Vous savez que Jamie Lee Curtis, elle déteste les films d'horreur. Elle ne regarde jamais... Enfin, elle a beaucoup de mal à regarder. Et il y a une interview d'elle où elle dit que quand elle était voir, je sais pas, un de ces 3 derniers ici, qu'elle est dans la salle de cinéma avec son garde du corps, quoi. Et qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une scène de meurtre ou quoi, elle se retourne et elle regarde son garde du corps, elle dit « Tu me dis quand je peux regarder, tu me dis quand je peux regarder. » Et en fait, elle déteste regarder les films d'horreur. C'est marrant que tu évoques ça parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, hein, mais Jamie Lee Curtis, après son expérience sur Halloween Resurrection, elle s'était dit « C'est bon, là c'est terminé. Halloween, c'est même elle qui a demandé qu'on tue son personnage après même pas 20 minutes. C'est ça, oui. Donc elle a dit voilà, je vais faire ça, puis après c'est terminé. Et en fait, c'est aussi un truc un peu surprenant, c'est que quand ils ont lancé cette nouvelle trilogie, en fait, elle a eu aucun problème à rempiler sur son vieux rôle. Donc voilà, je sais pas. Ça alors c'est parce que c'est la tante ou la marraine de Jake Gyllenhaal qui lui a fait un film avec David Gordon Green. Ouais, c'est ça, qui lui a dit franchement, tu devrais lire le truc. C'est vrai que c'est elle qui a le personnage le plus intéressant de la trilogie. C'est le seul personnage intéressant. Franchement, même la petite fille.
La romance, on n'y croit pas beaucoup à la romance dans le 3, moi je trouve, hein, de la petite fille et le mec. Je veux dire, elle n'est pas teubée non plus, elle voit bien que c'est. On n'y croit pas. C'est vrai, ça j'y crois pas du tout, mais il y a. Ça marche pas. Elle a déjà été confrontée à Michael Myers, donc en soi. C'est ça. Elle devrait le voir, oui, c'est ça. Elle devrait le voir, oui. Carrément le voir, ouais. Parfois, tu sais, les red flags, on les voit pas. Et il y a quand même un truc, dans cette Halloween Ends qui fonctionne super bien, c'est que je pense qu'il a la scène de mort qui, en tout cas, m'a fait l'effet le plus gore. C'est le DJ. Le DJ de la radio. Avec la langue. Avec la langue. C'est génial parce que déjà, comment tu éclates une tête au point que t'es sa langue qui sort comme ça. Déjà, 1. 2, comment t'arrives à la couper aussi facilement avec ton petit ciseau. Ça, deuxième truc. Et troisième truc, mais alors, la langue sur le vinyle qui tourne. Avec le truc qui saute à chaque fois. On imagine Michael Myers en train de la poser délicatement là, pour pas faire sauter le vinyle. Là. C'est mon morceau préféré. C'est trop bien. J'adore parce que c'est mi-super gore, parce que c'est vraiment super gore. Hein. Là, pour le coup, ça fonctionne super bien. Et en même temps, c'est rigolo. Moi, j'étais vraiment dans le pas sans rire là, à ce moment-là. Je trouvais que ça fonctionnait vraiment, vraiment bien. C'est dans le 2 ou le 3 qu'il y a l'infirmière qui veut tirer et qu'en fait, il lui retourne c'est dans le 2. Cette scène, elle est vraiment bien. Ouais. Un peu nul. Cette scène est bien. Je trouve cette mort assez triste, quoi. Il y a des morts nulles, hein. Mais celle-là était un peu nulle, oui. Il y a des morts un peu nulles, oui. Oui, d'ailleurs, la séquence du double meurtre, c'est dommage, mais elle est un peu ratée dans le 3. Hein. Du médecin et de la fille là, et de l'infirmière. Je trouve qu'elle n'est pas géniale, cette scène-là, globalement. Mais bon, c'est ton avis. Bah oui, hein, c'est le principe. C'est le principe du podcast, écoute. Voilà, je sais pas, peut-être un dernier mot, Stéphanie, sur les films qu'on a traités aujourd'hui, ou même Halloween. T'es heureuse d'avoir revu ces 5 films pour nous? Super heureuse. Non, c'est chouette. J'ai dû en regarder 4 toute seule, mais ah oui, c'est vrai. Sinon, c'est chouette. Et puis, non, Halloween, ce qui est chouette, c'est qu'en soi, on n'a peur qu'une nuit l'année. C'est un film qui ne fait peur qu'une nuit l'année. Les autres nuits, on peut regarder le film, on va dormir, il n'y a pas de souci. Regarde le 31 octobre, tu vérifies quand même 2 fois. Si on n'a pas avec un masque de Michael Myers juste derrière toi. Alors qu'un vendredi 13, tu dois attendre vendredi 13. Tu peux en avoir peut-être plusieurs, on ne sait pas. Je sais pas. Ouais. Voilà. Restez après le générique. Bah voilà, en parlant de générique, je pense qu'on est bien. Là, on a enregistré combien de temps sur Halloween? 1h40. Pas mal, hein, sur 5 merdes comme ça, c'est bien. On a essayé de le défendre. Hein, c'est ça, quoi. Tout ça pour finir là-dessus, franchement. Ça va. J'ai décidé de ne pas être objective aujourd'hui. Bon, bah écoutez, merci à vous alors encore une fois de nous avoir accompagnés. Et merci Stéphanie aussi pour la première fois. Merci pour ta première fois, j'espère que tu es bien amusée avec nous. Le popcorn était bon? Il est super bon. Ah, c'est cool. Et nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt. À bientôt, bonne journée ou bonne soirée. Salut. Bisous. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et bien d'autres évidemment. Alors, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre un petit peu les coulisses du Popcorn Club, voir nos photos débiles et nos aventures dans notre magnifique petit studio. On est sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et alors, n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour nous faire un petit peu connaître et répandre notre passion pour la pop culture un peu partout dans le monde, dans l'univers entier. Si comme nous, vous appréciez les films d'horreur et que tout ce qui est festivité liée à Halloween vous plaît, retrouvez-nous le 13 octobre au Cultivarium de Liège pour une soirée spéciale vendredi 13 où on diffusera vendredi 13. C'est un événement co-organisé donc par nous, le Popcorn Club, par le Pirate Movie Club. En gros, c'est les mêmes gens, mais Et Mefamo, et c'est toujours les mêmes gens. Ouais, c'est les mêmes copains qui ont plein de projets qui s'appellent à chaque fois. C'est pas Mefamo Club, c'est Popcorn Club, Pirate Movie Club, on pourrait dire Mefamo Club. Mais en gros, c'est un peu les mêmes têtes organisatrices de tout ça. Alors, la soirée va se passer au Cultivarium, qui est rue Pied du Pont des Arches. Pour ceux qui connaissent, c'est juste en face de la Casa Ponton ou en face du super restaurant portugais. C'est comme ça qu'on situe facilement le lieu. C'est pour les Liégeois. Le Cultivarium, c'est un lieu culturel qui vend des objets de seconde main. Il y a des livres, il y a des jeux de société, il y a des livres pour enfants, il y a des DVD, des vinyles aussi qu'on peut écouter sur place. C'est un magnifique endroit où on organise le Pirate Movie Club tous les mois. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus au Pirate Movie Club, on aime bien les déguisements. On aime bien. Vincent, il adore ça, il adore se déguiser. C'est exactement pour ça que je te laisse le dire. Comme je trouve que les déguisements, c'est quand même cool, surtout pour Halloween, j'ai décidé de proposer le thème porte-malheur.
parce que c'est une soirée vendredi 13. Alors, venez déguisé en chat noir, en échelle, pour qu'on vous passe en dessous. Je pensais venir en échelle. En échelle, en parapluie ouvert, en pain retourné sur le sol. Alors, on dirait comme ça que ça a l'air compliqué, mais je vous assure que tout déguisement est facile à faire dès qu'on a un petit peu d'imagination. Et donc, ça sera ce vendredi 13 octobre, on le répète, au Cultivarium. Les portes ouvrent à 19h30 et on commence le film à 20h30 et bien sûr, c'est gratuit. Et si vous voulez vous taire, allez cinéma ailleurs, mais pas là en tout cas. Non, ce sera un peu bruyant, mais c'est pas grave. Pour vendredi 13, ça va. Ouais, avec Jackie. Avec Jackie Voriz. Avec Jackie Voriz.